Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Aoustin du podcast Génération Canopée et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Felger. Ancien aventurier Koh-Lanta, Nicolas est maintenant conférencier professionnel et coach international. Son but est entre autres de faire vivre des expériences immersives et innovantes de changement via des conférences, spectacles uniques en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord. Il comptabilise plus de 120 000 professionnels formés sur plus de 3 continents. Bon, je crois qu'on ne devrait pas s'ennuyer pendant l'heure qui va suivre. Alors, sois le bienvenu, Nicolas. Comment te sens-tu ? Bonjour, merci Quentin de ta confiance, de ton accueil, de me permettre d'échanger avec toi et de passer ce bon matin, commencer cette belle journée avec toi aujourd'hui. C'est cool, c'est top. Ouais, en effet, je suis vraiment ravi que tu sois présent, que tu sois avec nous, parce que Vanessa Sampé m'avait parlé un peu de toi déjà, et puis quand je suis allé creuser un peu qui tu étais, je me suis dit waouh, là ça a l'air vraiment d'envoyer. Donc hâte de passer cette heure qu'on va passer ensemble. Plaisir partagé vraiment Quentin, merci en tout cas. Je t'en prie. Qui es-tu, Nicolas, vu par Nicolas ? Nicolas, vu par Nicolas, écoute, j'ai plusieurs choses dans ma vie qui drive en tout cas mon quotidien. J'ai presque envie de te dire avant ma vie de conférencier ou avant ma vie d'aventurier, c'est ma vie de papa déjà. Oh, okay. Ça drive mon temps. J'ai deux petites filles de 4 et presque 8 ans maintenant. Oh, ouais. Donc c'est un pilier essentiel pour moi. J'ai toujours rêvé, j'ai toujours voulu être papa assez jeune. Bon, je suis devenu papa à 35 ans, mais voilà, aujourd'hui je suis un papa comblé, heureux. J'ai une vraie synergie, une vraie symbiose avec mes filles. Okay. Donc ça, c'est vu par Nicolas, c'est un point essentiel. Alors j'en parle pas trop sur les réseaux sociaux. Les gens me voient plus forcément comme conférencier, aventurier, pas trop comme papa. Mais en tout cas, la partie papa prend une part importante. Ouais. Après, forcément, voilà, je suis marié, je suis avec ma femme depuis maintenant quasiment 15 ans. On vit à l'étranger, on a la chance de vivre beaucoup en Afrique du Nord, parce que notre résidence principale est au Maroc, à Casablanca. Okay. On est très souvent, même avant Covid, on avait un pied à terre au Québec, parce que le Québec, c'est un peu la terre des conférenciers dans le monde. Oui, il n'y a pas un endroit dans le monde où il y a le plus de conférenciers qui sont actifs et demandés chaque année, en tout cas dans le monde de l'entreprise. Ouais. Donc voilà, on a la chance de beaucoup voyager par ce métier qui, du coup, vu par Nicolas, cette casquette de conférencier, elle est essentielle si tu veux. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui ce qui drive ma vie, c'est mon chemin de vie, c'est ma mission de vie de pouvoir partager, inspirer, donner, amener les personnes finalement à s'éveiller, comme moi j'ai eu la chance d'être éveillé par différentes personnes, par différents mentors qui m'ont accompagné, et même pas forcément toujours que des mentors, des fois des personnes qui ne sont absolument pas des mentors, mais en tout cas qui pour moi ont été des accélérateurs ou des révélateurs. Ouais. Voilà. Nicolas, c'est aussi le sport, beaucoup le sport. Moi, je m'entraîne 4, 5, 6 fois semaine. Okay. Quand j'arrive à trouver le temps, idéalement, c'est tous les jours. Quand le temps me manque parce que je suis en déplacement ou parce que mes filles me tirent la main le soir pour passer du temps avec elles, et que j'ai pas réussi à m'organiser dans la journée, du coup, c'est un peu moins. Mais le sport fait partie intégrante de ma vie. Tu fais quoi comme sport ? Alors, au quotidien aujourd'hui, je fais beaucoup de nage en eau vive, la natation, et je fais beaucoup de crossfit. D'accord. Voilà, je fais beaucoup de crossfit, qui est pour moi une activité assez complète, qui permet de travailler la force, la puissance, l'équilibre, l'explosivité sur des sessions assez courtes. Donc, c'est vrai que c'est une activité qui est facilement réalisable et dans laquelle on se déchire pas mal, et c'est vrai que moi c'est ce que j'ai besoin, en tout cas quand je pars sur du sport court et que je suis pas en randonnée ou en aventure longue, j'ai besoin de sport où sur un minimum de temps je peux dépenser un maximum. Et ouais, parce que tu as commencé par des études de STAPS, donc des études dans le sport, c'est ça. Et puis c'est quoi ton parcours en fait pour arriver là où tu es toi aujourd'hui ? Moi, j'ai fait 12 ans de sport de haut niveau. J'étais joueur de hockey sur glace pendant 12 ans. J'ai fait un parcours, je dirais, scolaire assez classique, le collège, le lycée, en parallèle à mon sport de haut niveau. Et ensuite, effectivement, j'ai intégré STAPS parce que je savais que c'était dans le monde du sport que je voulais évoluer. Okay. Donc, j'ai fait ma licence. Ensuite, j'ai fait mon master 2. Je suis parti à Marseille, je suis parti à Paris. Ensuite, je suis parti aux États-Unis une année. J'ai évolué dans le monde du sport. Okay.
dans le monde de l'organisation des événements sportifs, des événements aussi artistiques. Et puis, un jour, voilà, je me suis rendu compte que le sens de ma vie, ma mission de vie, elle était dans le fait au-delà d'accompagner des hommes et d'accompagner des équipes, c'était vraiment de pouvoir les aider à se développer, les aider à prendre conscience de leur plein potentiel et surtout trouver le sens de leur vie. Mais je crois que tu veux en parler pendant ce podcast. Tu veux parler du sens, donc on aura l'occasion d'en parler. On aura l'occasion, en effet, on aura l'occasion. Et toi, derrière, tu t'es dit, comment ce switch s'est passé en fait ? Tu étais dans le sport et là, tu t'es dit, en fait, plus tu avançais dans le temps, plus tu t'es dit, en fait, là, c'est vraiment l'accompagnement. Donc, du coup, tu t'es formé. Comment ça s'est passé ? Comment le switch s'est opéré de ton côté ? Alors déjà, quand j'étais en STAPS, les modules qui m'intéressaient le plus et sur lesquels j'étais le plus investi, c'était tout ce qui était lié à la psycho, déjà. Okay. C'est-à-dire que c'était vraiment des modules dans lesquels, tu sais, quand tu es en faculté, entre les soirées, les entraînements, les déplacements, les trucs, globalement, tu n'es pas toujours hyper assidu. En tout cas, c'était mon cas. Je confirme. J'ai passé toutes mes années, j'ai eu mes années, j'ai pas repiqué comme on appelle, mais en tout cas, il y a toujours des matières sur lesquelles tu es plus assidu que d'autres. Moi, c'était vraiment toutes les matières qui étaient liées à la psycho. Pour parler de mon dernier poste, j'avais un poste qui était vraiment intéressant, avec un gros salaire, une grosse équipe, je gérais 120 personnes. J'avais des projets qui étaient vraiment intéressants en termes de développement, au niveau structurel, au niveau mission, qui étaient vraiment intéressants. Mais il me manquait un truc essentiel, c'est que j'avais ce besoin d'aider et de contribuer à l'autre. Et mis à part dans mon management avec mes équipes, je contribuais pas au développement des individus. Quand je parle de développement, c'est vraiment sur des problématiques de plein potentiel, de confiance en soi, de sens à la vie. Et ça me manquait fondamentalement. Et quand ça s'est arrêté brutalement, parce qu'en fait, sur ce dernier poste en date, ça remonte maintenant, c'était en 2010. En fait, tous les directeurs expats, parce que c'était une boîte qui était basée à l'étranger, on était une trentaine de directeurs expats et on a tous été mis à la porte, quasiment pas du jour au lendemain, mais sur une période de 6 mois, et il y avait toute une vague, et on a été tous remerciés gentiment, enfin pour certains gentiment, pour d'autres pas gentiment, mais en tout cas, ça a été un véritable cadeau et un véritable accélérateur, parce que je sentais semaine après semaine, mois après mois, que globalement j'étais de moins en moins à ma place, même si visuellement, je dirais pour le regard de monsieur tout le monde, tout allait super bien, je gagnais très bien ma vie, j'avais une maison, une voiture, matériellement je manquais de rien, sauf qu'en réalité je manquais de tout, je manquais du sens, par rapport à qui j'étais et ce que je voulais donner aujourd'hui, à ce moment-là dans ma vie et ce à quoi je voulais contribuer fondamentalement. Donc ça s'est arrêté. Sur le coup, c'était dur, mais avec les années, souvent quand j'en parle, j'explique que c'était un véritable cadeau. Et là, je me suis complètement réorienté j'ai fait un switch à 180 degrés, je me suis réorienté, j'ai commencé à me former avec la PNL notamment, je suis allé me former au Québec, en Amérique du Nord, je me suis formé à Paris, je me suis formé aussi sur quelques antennes en Afrique du Nord. Et pendant 3 ans, je faisais de la formation à côté en tant que formateur sur des sujets qui étaient les miens, liés à l'époque à tout ce qui était la relation client, les attitudes et comportements, l'intelligence émotionnelle, etc. Mais je voulais vraiment être formé en PNL, être certifié professionnellement, avoir une vraie crédibilité, avoir un vrai outil que je maîtrisais. Et donc, j'ai mis 3 ans pour faire ça. J'ai fait au total 1000 heures de formation théorique et pratique en laissant du temps au milieu parce que la personne qui m'a accompagné, mon mentor en tout cas, qui m'a appris un maximum de choses, m'avait je dirais accompagné dans le sens de me dire que si je voulais avoir des résultats efficaces, il fallait laisser du temps d'incubation, du temps d'intégration. Quand tu es coach, les gens qui font ça en 6 mois en accéléré, il y a plein de choses qui sont pas intégrées parce que ton inconscient doit intégrer des choses de manière importante. Et pour moi, ça a été un vrai exercice parce que moi qui étais toujours dans l'action, dans l'impatience, dans l'impulsivité, réussir à lâcher prise et à me dire qu'il fallait que mon corps, ma tête intègre tout ça pour pouvoir un jour être aligné et accompagner des hommes. Quand je dis des hommes, c'est tu l'as compris, avec un grand H. Ça a été le premier grand chemin de développement personnel pour moi, c'est apprendre à lâcher prise et laisser un petit peu mon inconscient aussi et mon être intérieur faire les choses de manière à pouvoir être aligné
sur ce métier-là. Voilà. Donc voilà, tu as incubé, tu t'es formé pour gagner en crédibilité. Comment t'as avancé là-dessus là? En fait, la PNL, ça a été déjà l'outil que moi j'ai choisi pour me former en tant que coach. Il y en avait plusieurs. Donc déjà, il a fallu en choisir un sur lequel j'allais partir et me former. La PNL me paraissait être peut-être un des outils les plus anciens, les plus reconnus, celui-là qui avait le plus d'historique, en tout cas dans notre métier, parce que la PNL est née dans les années 80. Hein, donc quand j'ai commencé, moi, on avait déjà quasiment plus de 30 ans de recul. Hein, on était déjà sur la PNL troisième génération. Donc la programmation neurolinguistique. Peut-être tu pourrais nous en parler davantage pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui en ont entendu parler mais qui ne savent pas concrètement ce que c'est. Alors la programmation neurolinguistique, c'est un outil utilisé par les coachs pour, je dirais, réussir à pouvoir aligner les êtres humains par rapport à leur méthode de communication, par rapport à leur manière de ressentir les choses, de se parler, d'être dans de la bienveillance et en même temps pouvoir amener l'autre personne à trouver des solutions par elle-même. Voilà, la PNL, c'est programmation neuro-linguistique, donc ça passe forcément par le langage, mais aussi par tout ce qui est neurologique. Et donc, on essaye si je devrais le synthétiser en une seule phrase, on essaye d'être aligné entre ce qu'on dit, ce qu'on est, ce qu'on pense, et pouvoir avoir la capacité de l'analyser chez les autres et de pouvoir les accompagner pour les développer et régler finalement des problématiques diverses et variées. Hein. La PNL permet de travailler... si c'est pas 100% des problématiques, c'est presque parce que on est vraiment dans une dynamique d'accompagner les gens sur un process de questionnement et finalement les accompagner pour trouver eux-mêmes la solution à leurs problématiques. Et ouais. Et d'ailleurs, tu parles d'alignement. Il y a aussi Robert Dilts, qui est aussi psychologue américain et qui a travaillé avec la PNL et qui parle des 6 niveaux logiques, justement, où quand on est aligné de la mission, de l'identité, des croyances, des valeurs. Après, tu as les comportements, les connaissances ou les compétences qu'on va devoir solliciter, puis l'environnement tout en bas de la pyramide. Et c'est vrai que quand on est aligné, il y a en effet ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais, et il y a aussi ces 6 niveaux logiques si on va même à l'étape d'après. Exactement. Robert Dilts est un des fondateurs carrément de la PNL. Hein. C'est vraiment un des premiers. Alors c'est pas le tout premier, mais il a fait partie de la PNL déjà première génération. C'est lui qui a fait évoluer aussi cet outil-là, cette méthode-là. Et aujourd'hui la PNL, elle est utilisée par quasiment tous les coachs. Enfin, tous les coachs en tout cas connaissent cet outil-là, l'utilisent de près ou de loin. Il n'y a pas que la PNL. Hein. C'est pas une science exacte et unique au monde. Hein. Il y en a d'autres. Il y a d'autres outils qui existent, mais en tout cas, la PNL, c'est un outil qui est vaste et varié et puis efficace et complet surtout. Ouais, ça c'est clair. Donc, tu t'es formé à la PNL. Quel a été le cheminement d'après? Tu dis, ok, c'est bon, j'ai les bases. On va dire, je m'approprie vraiment la PNL. Je m'approprie en tout cas mon identité de coach, potentiellement de conférencier qui commence à sortir de toi, en tout cas à s'identifier. Comment tout ça s'est organisé et puis comment toi tu es arrivé là où tu es? Alors rapidement, je me suis rendu compte quand je me suis formé en tant que coach en PNL. La première année, ça a été déjà un nettoyage, en tout cas déjà moi traiter un certain nombre de zones d'ombre déjà. Hein, et c'est là où c'est magique parce que souvent quand je rentrais les week-ends, en tout cas la première année quand je rentrais les week-ends, on avait des week-ends de formation sur les vendredis, samedis, dimanches. Quand je rentrais le dimanche soir, clairement j'étais plus souvent abattu positivement, mais abattu et vidé que dans un mood ultra positif parce que déjà souvent quand tu commences un parcours de coach, déjà il faut nettoyer à l'intérieur de toi les choses qu'il faut nettoyer et ça remet en cause tellement de fondamentaux, de priorités, la première année, tu as vraiment l'impression, et je sais qu'en ayant partagé avec beaucoup de coachs de ma session, mais d'autres sessions aussi, c'est que c'est une formation qui bouleverse tellement et qui transforme tellement que ça remet beaucoup de priorités de vie, de fondamentaux en jeu. Mais rapidement, j'ai pris conscience que en
en voulant utiliser cet outil comme outil professionnel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se forment aussi à la PNL, mais pour des choses totalement personnelles. Tout le monde ne devient pas coach en faisant de la PNL. Très clairement, c'est un outil qui nous aide aussi à être de meilleurs parents, à être de meilleurs amis, à être un meilleur mari, à être un meilleur collaborateur, à être un meilleur patron. Enfin voilà, on n'est pas forcément obligé de l'utiliser pour être coach. Rapidement, je me suis rendu compte que ce qui allait me permettre de sortir du lot, c'est ma singularité. C'est-à-dire que ce que je voulais trouver, c'était un axe d'intervention ou une thématique, mais en tout cas quelque chose qui allait être singulier à moi. Et ma singularité à moi, au-delà d'avoir fait du sport de haut niveau et d'avoir toujours été drivé par cette notion de peur, de danger, de choses un peu extrêmes, c'était vraiment de monter sur scène. Parce qu'en fait, moi, j'ai grandi sur scène. J'ai mes grands-parents qui avaient un théâtre pendant plus de 40 ans. Ma grand-mère était souffleuse. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette période-là, mais à l'époque, quand il n'y avait pas encore de technique, ma grand-mère était souffleuse, donc elle était sous les planches, et quand le comédien oubliait son texte, elle lui soufflait son texte. Et donc moi, quand j'étais petit, que j'avais 4-5 ans, j'ai grandi dans ce monde-là, si tu veux. C'est-à-dire que sur scène, j'avais mon grand-père, j'avais mon oncle, etc. Et sous la scène, j'avais ma grand-mère qui soufflait le texte au comédien. Donc moi, j'ai grandi dans ce monde-là. Et si tu veux, pour moi, c'était une évidence, ayant grandi d'abord sous les planches et ensuite sur les planches. C'était une évidence pour moi, à un moment donné, en tant que coach, de donner des choses sur scène. Au-delà d'être en one-to-one et de rentrer en profondeur dans les choses, ma place à moi, par rapport à ma valeur ajoutée, elle était aussi sur le fait de le donner à un grand public sur scène. Et donc, rapidement, j'ai écrit la conférence. En lien aussi avec qui je suis, avec mon parcours, avec le haut niveau, avec le dépassement de soi, avec les peurs, etc. Je savais que je voulais écrire une conférence plus sur une enveloppe et sur une dynamique de spectacle, parce que j'ai grandi dans ce monde-là et parce que je voulais que les gens participent. Je voulais que mon intervention, elle soit expérientielle et que ce soit pas uniquement une conférence condescendante ou descendante, globalement, où on allait faire du one-way et puis le conférencier allait être là, donner des infos et les gens prenaient et quittaient la salle ensuite, mais vraiment être dans une dynamique d'expérience et de participation. Et donc du coup, très professionnel, et donc 2023, ça va changer, donc quelque chose voilà, où tout le monde pourra venir à tes conférences, c'est ça? Alors ce sera pas ma conférence, ce sera mon format spectacle, ouais. Ouais, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de créer un format. Alors, il est fini, il est terminé. Il nous reste encore un jour de prod à Paris fin août. Et ensuite, il y a toute la partie production, parce que c'est un autre cheminement. En B2B, en entreprise, l'entreprise m'achète ma conférence ou mon spectacle pour leur convention ou leur séminaire d'affaires. Et en B2C, ce sera organisé sous forme de billetterie de spectacle, un peu comme quand tu vas voir du one-man show, de la magie ou un concert en salle. Voilà. Mais aujourd'hui, à l'heure où je te parle, dans 98% des cas, on est effectivement qu'en entreprise, en B2B, sur des événements type convention ou séminaire. Et en général, soit on vient ouvrir la convention ou le séminaire, soit on vient la clôturer. Voilà. D'accord. Donc là, le but de ces conférences là aujourd'hui dans ces entreprises, c'est quoi? Est-ce qu'elles sont, il y a plusieurs buts, ou c'est spécifique à chaque entreprise, ou toi tu sais qu'est-ce qu'il faut dire, ou c'est plutôt motivationnel, ou est-ce que c'est plutôt pour la recherche de sens, est-ce que c'est plutôt pour la gestion des peurs? C'est quoi exactement? La conférence, le spectacle s'appelle Change Experience, c'est-à-dire vivez l'expérience du changement. Je leur fais vivre des expériences individuelles, des expériences collectives en live sur scène. C'est ça qui plaît énormément. C'est-à-dire que c'est très interactif, c'est très innovant, c'est très participatif. Alors bien sûr, dedans, il y a de la motivation, mais la motivation, tu sais, c'est un mot un peu galvaudé. Globalement, aujourd'hui, quel conférencier ne fait pas de motivation? Globalement, quand tu vas voir un conférencier, tu es censé ressortir avec de la motivation. Avec un peu d'énergie, voilà, avec un peu d'énergie élevée en tout cas. Sinon, c'est qu'il y a eu un problème. Change experience. Capacité à dépasser ses peurs, capacité à sortir de sa zone de confort, capacité à accéder à son plein potentiel. Et je l'ai écrit vraiment sous forme de one-man show, en mettant des tips, en donnant des tips, en faisant expérimenter des choses en live sur scène, de manière à ce qu'à la fin d'une expérience, les personnes puissent se dire « Ah ouais, mais ce truc-là, cet outil-là, cette visualisation-là, cette expérience-là, je peux la mettre en place dans ma vie, moi, tout seul. » Et c'est ça qui m'importe, moi, c'est que globalement, quand on sort de ma conférence, au-delà d'être boosté, d'être inspiré, d'être motivé, etc., que je trouve quand même assez classico-classique, l'idée, c'est de se dire,
Ouais, alors ce truc-là, je l'avais jamais vu. Et en fait, le fait de l'avoir expérimenté, je me rends compte que ça peut avoir un impact sur moi dans ma capacité à prendre la parole en public, dans ma capacité à être moins stressé, dans ma capacité à prendre des décisions, dans ma capacité à passer à l'action, parce que je l'ai vécu, je l'ai fait. Et j'ai vu aussi d'autres personnes sur scène passer et le vivre. Et ouais, ça fonctionne. Donc très pratico-pratique, de manière à ce qu'à la fin de la conférence, les gens puissent ressortir avec des éléments concrets. Et une autre chose vraiment importante, c'est qu'à la fin du spectacle, comme tu le vois là, à mon poignet, alors les auditeurs ne le voient pas parce qu'ils n'ont pas la vidéo, ils n'ont que le son, je donne un bracelet comme ça à la fin. Bracelet noir, c'est ça? Il est bleu. Ouais, il est bleu marine. C'est ce qu'on appelle, nous les coachs, un ancrage. Un ancrage, c'est quoi? C'est quelque chose qui va nous rappeler au quotidien, dans notre vie de tous les jours, un objectif, un rêve, un challenge, un défi qu'on s'est fixé. Et pourquoi est-ce que c'est important de l'atteindre pour nous? Si on l'a en tout cas identifié et qu'on l'a posé, à quel moment finalement je me donne les moyens, je me donne une deadline, je me donne un cap, un objectif pour me dire ok, celui-là, quoi qu'il se passe, je vais l'atteindre. Et en fait, ce bracelet, il est assez symbolique parce que ce que je demande aux spectateurs à la fin du show, c'est de l'enlever ou de le couper qu'à partir du moment où ils auront atteint leur objectif ou atteint leur rêve. Donc du coup, ça devient très concret. Et 80% des gens, 90% des gens, ils jouent le jeu. Donc je reçois en permanence des messages 6 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après le show en disant voilà, mon rêve c'était, j'en ai eu des centaines et des centaines, c'était de faire un 3e enfant, c'était de partir faire le tour du monde, c'était de changer de boîte, c'était de changer de job, c'était de monter mon restaurant en Thaïlande, c'était de divorcer. Enfin voilà, mais c'est ça au final, tu sais, c'est finalement accéder à son plein potentiel. Des fois, quand t'es pas avec la bonne personne, ou quand t'es pas dans la bonne entreprise, ou que t'es pas dans le bon poste, finalement t'es pas à ton plein potentiel parce que t'es pas à ta place, tu vois. Et voilà, moi mon job en tout cas, mon job à moi, il est de secouer, il est de remuer, il est de faire prendre conscience aux collaborateurs qui sont pas à 100% de leur plein potentiel. Comment est-ce qu'ils peuvent l'être? C'est quoi les outils pour y arriver? Et finalement leur donner la vision, leur donner la visibilité que s'ils l'imaginent, s'ils le pensent, s'ils l'écrivent, s'ils le posent réellement, ils peuvent se donner les moyens de pouvoir atteindre leurs objectifs et atteindre leur challenge ou faire des changements concrets et importants dans leur vie. D'accord, donc si je reprends la conférence, donc il y a des personnes qui viennent sur scène, alors c'est peut-être pour montrer l'exemple ou en tout cas montrer qu'est-ce qu'il faut faire, c'est ça, et puis après individuellement sur à notre emplacement, notre chaise, notre fauteuil, tu nous donnes des exercices à faire. Ouais, ça. Alors il y a 2 expériences collectives, effectivement, l'expérience du rang moyen. Alors j'ai 3 formats, si je devais te résumer, il y a un petit, un moyen et un gros format. Tu vas me dire pourquoi il y a 3 formats. Ça dépend du type d'événement, de l'envergure de l'événement, du nombre de personnes. Comme on a 3 formats aujourd'hui, on peut assurer des événements entre 50 et 3000 personnes. D'entreprise, je parle. Et globalement, c'est ce qu'on fait. Notre jauge habituelle, c'est entre 500 et 800, mais on fait aussi beaucoup de petites. Quand je dis les petites, pour moi, c'est entre 50 et 200. Pour nous, c'est des petites. C'est des petites conférences, des petits événements, des petits séminaires. Donc, dans les formats, il y a effectivement 2 expériences collectives et selon le format, 3 expériences individuelles ou 5 expériences individuelles. Où globalement, la personne qui le vit sur scène, elle le vit, elle est en live devant tous les collaborateurs et elle est amenée à vivre des expériences de changement forts pour dépasser une peur, pour dépasser une appréhension, pour dépasser une croyance, un frein, une limite. Et globalement, ce qui est assez fort, c'est qu'on l'a écrit, on l'a développé de manière à ce que les gens qui sont dans la salle, quand ils vivent l'expérience, quand ils la voient, ils peuvent s'identifier et s'illustrer en fonction de ce qu'ils sont en train de voir, en se disant peut-être que si moi j'étais à sa place, j'y arriverais pas. Peut-être que je ferais ça comme ça. Peut-être que je ferais pas ça du tout. Peut-être que je serais capable. Peut-être qu'au contraire, j'en serais incapable. Si j'en serais incapable, pourquoi? Si j'en suis capable, pourquoi aussi? Et donc ça crée vraiment des prises de conscience. Tu sais, pour moi, la mission principale d'un conférencier, quel que soit notre sujet, quelle que soit notre thématique, quel que soit notre cheval de bataille, quelle que soit la méthode qu'on utilise, pour moi, la mission principale d'un conférencier, c'est créer de la prise de conscience. Au-delà d'inspirer ou donner de la motivation, normalement, ça pour moi, c'est le b.a.-ba. Inspirer, donner de la motivation, c'est le b.a.-ba du b.a.-ba. C'est comme si tu rentres dans une boulangerie, tu sais que tu vas acheter du pain, un croissant ou une tarte à la fraise. Ça, c'est le b.a.-ba. Après, ce qui n'est pas le b.a.-ba, c'est toute l'expérience que tu vas vivre, l'expérience sensorielle, le goût que tu vas avoir, les odeurs que tu vas avoir, le visuel que tu vas avoir, etc. Et c'est ça pour moi la mission de conférencier, c'est finalement créer de la prise de conscience, créer du déclic pour que la personne, quand elle sorte, elle se dise
Ouais, là, il y a un truc que j'ai en moi depuis des semaines, voire des mois, voire des années. Et là, maintenant, ouais, clairement, il me manquait un truc, il manquait justement ce déclic, il me manquait cette prise de conscience finale pour me dire, il faut que je passe à l'action. Tu vois, sur la dernière conférence que j'ai Mm. donnée la semaine dernière, il y a une fille qui était, pour le coup, elle n'est pas montée avec moi sur scène, mais il y a une fille qui était dans l'audience, qui était un petit peu en surpoids et qui, à un moment donné, a pris la parole parce que j'ai donné le micro dans le public et il fallait répondre à une question. Elle a pris la parole. Bon, voilà, elle a eu ce qu'on a souvent, c'est-à-dire elle est tombée en larmes, hein, elle a fondu en larmes sur quelque chose qu'elle vit, qu'elle porte sur ses épaules depuis pas des semaines, mais je pense à elle, pour le coup, c'est plutôt des mois ou des années. Et, et à l'issue de tout ce qu'elle a pu voir, de tout ce qu'elle a pu intégrer, elle a eu cette prise de conscience que définitivement, il fallait que maintenant, elle devait se prendre en main et passer à l'action, surtout passer à l'action. C'est surtout ça le principe. Et c'est vrai que sur Change Experience, au-delà de donner des tips, j'explique qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique, au niveau psychique, quand on est sur le point de passer à l'action et qu'on le fait ou qu'on ne le fait pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on le fait? Qu'est-ce qui fait quand on le fait pas? On passe par différentes zones, la zone d'apprentissage, la zone de panique, la zone de peur, la zone de magie, etc. Toutes ces zones par lesquelles on passe, qui finalement nous limitent et qui font que 80% des gens le font pas et 20% des gens le font ou en tout cas essayent de le faire. Ok. Et la notion de rêve, tu l'as mentionné tout à l'heure, là, il y a 5 minutes. Elle est essentielle pour toi? La notion de rêve, elle est essentielle parce que c'est au-delà du quotidien qu'on peut avoir et on a tous notre vie avec des contraintes, les enfants, le boulot, les déplacements, la logistique, etc. Les rêves, pour moi, c'est ce qui nous permet de nous sentir vivants. Parce que sinon, on se laisse aller dans un rythme. Le cliché, alors moi, je l'ai pas ce cliché parce que c'est pas ma vie, mais le cliché métro, boulot, dodo, ça représente aujourd'hui quand même au moins 80% des gens. Moi, je pense dans la réalité même un petit peu plus, mais métro, boulot, dodo, ça représente plus de 80% des gens. Et si les gens n'ont pas de rêve, finalement, ben, à quoi bon? Le sens, il est où finalement? C'est-à-dire que tu contribues à quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui te rend heureux le matin quand tu te lèves? Qu'est-ce qui te permet d'être épanoui quand tu te couches le soir et où tu te dis, waouh, ouais, ma mission de vie, elle est là. C'est quoi qui me donne du challenge? C'est quoi qui me fait me sentir vivant? En fait, j'ai pas meilleure expression que, et j'en parle des fois dans mes conférences, cette phrase de avoir cette terrible et cette forte sensation de se sentir vivant ou alors de ne pas se sentir vivant. J'irai pas jusqu'à dire se sentir mort, mais en tout cas, ne pas se sentir vivant, c'est ce qu'il y a de pire pour l'être humain, parce qu'au final, ben, on a la sensation finalement d'être dans une espèce de course effrénée, où au final, le bout de la course, c'est quoi? Ben, c'est cette fameuse boîte en bois dans laquelle, à un moment donné, probablement, hein, en tout cas aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la pilule qui nous rend immortels, mais cette fameuse boîte en bois dans laquelle un jour on va peut-être tous terminer. Pour moi, donner du sens à sa vie, c'est aussi avoir des rêves et se dire, ben voilà ce que je veux réaliser dans ma vie et ce à quoi je veux contribuer réellement. Et quelqu'un qui a un rêve et qui, pour lui, c'est difficile d'y arriver ou il n'ose pas forcément... il a un rêve bien enfoui, mais il n'ose pas le mettre en lumière. Comment toi, tu opérerais avec lui là-dessus? Je sais que c'est compliqué parce qu'il y a plein de sujets et plein de voies possibles. Mais non, mais on peut pas, t'as raison, on peut pas toutes les traiter, mais moi je vais t'en donner deux. La première, c'est déjà aller vérifier chez la personne si vraiment ce rêve-là, c'est le bon rêve pour elle. Tu sais, il y a plein de gens qui rêvent des superstars sur Instagram et d'être connus. Si tu vas pas creuser pour savoir pourquoi est-ce que c'est important pour elle d'être connue, si c'est juste être connu pour être connu et avoir de la reconnaissance, aujourd'hui on peut avoir de la reconnaissance autrement que par Instagram. On peut avoir de la reconnaissance dans un bouquin qu'on va écrire, par des articles qu'on peut faire, par monter une association, être investi dans le caritatif, aider les gens, sauver les gens, écrire des chansons. Enfin, on n'est pas forcément obligé de, tu vois, c'est l'essence même de ce rêve-là. Pourquoi est-ce que ce rêve-là, il est important? Moi, j'aime bien mettre en avant 4 questions. C'est pourquoi pas moi, et pourquoi pas maintenant? Tu vois? Et déjà, ces 4 questions-là, quand tu les poses vraiment et que tu passes du temps avec la personne pour qu'elle y réponde réellement, avec singularité, avec profondeur, pourquoi pas moi, et pourquoi pas maintenant? Bah déjà, ça fait réellement avancer la personne dans son chemin pour atteindre son rêve. Ça, c'est un premier élément de réponse que je peux te donner. Le deuxième élément de réponse que je peux te donner, c'est un autre process que j'aime beaucoup, qui est idée, croyance, action, réalité. Je m'explique. À la base,
si dès le départ, j'ai l'idée que je suis capable de faire quelque chose, consciemment et inconsciemment, je vais commencer à y croire. Il y a des choses qui vont faire que je vais y croire de manière consciente. Il y a des choses qui, inconsciemment, je vais commencer à y croire. Le fait d'y croire va m'amener, pareil, presque de manière involontaire ou indirecte ou inconsciente, à prendre des actions pour essayer de concrétiser cette idée. Et le fait de commencer à prendre des actions va devenir petit à petit ma réalité. Moi, je l'ai vu dans les premiers challenges, dans les premiers grands défis sportifs que j'ai pu réaliser, notamment quand j'ai traversé le détroit de Gibraltar à la nage en 2018. Tout est venu à la base d'une idée, de l'idée de me dire, mais s'il y en a qui l'ont fait, moi aussi, un jour, je peux le faire, c'est certain. Alors bien sûr, autour de moi, j'ai plein de gens qui m'ont découragé, qui m'ont dit, mais non, et puis c'est trop risqué, et puis il n'y a qu'une période dans l'année où tu peux le faire, et tu ne te rends pas compte, et la faune, et la flore, et les poissons, et les requins, et machin, etc., etc. Enfin, si tu commences à écouter les autres, et tu sais, c'est ce que je dis souvent en conférence, si tu commences à écouter les autres et les éléments extérieurs, au final, tu te laisses happer et tu fais plus grand-chose. Donc, idée, croyance, action, réalité, dans le bon sens. J'ai une idée, je commence à y croire, je prends des actions pour le faire, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, ça devient un jour ma réalité. Et ça, c'est indéniable. C'est presque aujourd'hui les neurosciences qui l'ont prouvé. Si par contre, dès le départ, j'ai la croyance ou le frein ou la limite de me dire non, je suis pas capable. Et l'idée, c'est le fait de me dire que je suis pas capable, je vais commencer à y croire fortement. Et le fait de ne pas y croire, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas prendre d'action, ou au contraire, je vais prendre des actions inverses au fait d'atteindre mon rêve. Et donc, ma réalité, c'est quoi? C'est que je ne vais pas l'atteindre, finalement, ce rêve ou cet objectif ou ce changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne vient me voir et qu'elle me dit « Nicolas, j'ai un rêve, c'est de faire telle ou telle chose », une fois que j'ai identifié la nature, la source profonde de son rêve et que c'est aligné avec elle, que ça a vraiment du sens, à ce moment-là, c'est travailler sur le fait que son idée devienne une vraie croyance et que ce soit possible et réalisable pour elle. Tant que dans sa tête, ça n'est pas possible et c'est pas réalisable, elle ne passera jamais à l'action. Jamais, 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 jamais. Donc voilà, première phase, j'identifie chez la personne et je valide bien le fait que c'est un rêve qui soit écologique pour elle et qui soit profond et singulier chez elle. Et ensuite, je travaille sur des... Et quand on dit écologique, quand on dit écologique, c'est vraiment d'un point de vue énergie globale, c'est que ça te prenne pas trop d'énergie, mais parce que c'est vraiment ce truc-là qui t'anime le plus possible, mais aussi au niveau de son entourage, hein, c'est ça, faut pas que ça prenne trop d'énergie. Alors c'est pas une question d'énergie quand on dit écologique, oui c'est vrai, oui, c'est vrai que toi tu me poses la question parce que tu es dans le métier aussi, c'est pas de l'écologie liée à la planète ou au développement durable, hein. L'écologie c'est notre écologie à nous, donc c'est une belle métaphore, c'est un beau symbole. L'écologie c'est, pour donner un exemple très simple, je rêve demain de changer de pays par exemple et d'aller m'installer, je sais pas moi, en Asie, et je me rends compte que pour ma famille, ça marchera pas. Ma femme ne veut pas y aller, mes enfants ont leurs amis ici, ils ne veulent absolument pas partir en Asie. Finalement, est-ce que ma décision, elle sera écologique? En réalité, non, elle ne le sera pas. Pour moi, d'un certain côté, oui, mais dans mon écologie au global, ça ne fonctionnera pas. On va aller là-bas et ça va amener tellement de contraintes et tellement de choses périphériques qui seront négatives qu'au final, moi-même le premier, pour moi, ça fonctionnera pas. Donc voilà, c'est ça qu'on met en avant quand on parle d'écologie interne, c'est que on doit prendre une décision pour lequel, au niveau de notre écologie à 360 degrés, ça soit toujours aligné et ça ne perturbe pas trop les autres éléments. Yes. Ok. Donc on est d'accord. Je pense que voilà, le rêve essentiel. D'ailleurs, c'est ce qui nous anime tous. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes ont des rêves. Tous les enfants ont des rêves, et sauf que la problématique, c'est que parfois on les oublie, ou on les enfouit, ou on n'ose pas aller trop les chercher, de crainte de pas forcément y arriver. Et à un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut sortir en effet de sa zone de confort qui te permet d'aller toucher quelques peurs. Toi, t'aimes bien ça, les sports extrêmes ou ce genre de choses, mais la notion de peur pour toi, alors déjà, c'est quoi une peur? Donc on sait que c'est une émotion, mais c'est quoi une peur pour toi? Et cette notion de peur, il y a plusieurs types de peur, mais est-ce que c'est là aussi essentiel d'avoir peur? Parce que voilà, on entend tout, hein. Il y en a qui sont des surhommes, qui ont peur de rien, mais qu'est-ce que toi tu en penses de tout ça? Et puis potentiellement, comment on peut faire sauter cette peur ou voire vivre avec? Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, je pourrais rester avec toi pendant 4 heures pour parler juste sur le sujet de la peur, mais globalement, la peur, ce qu'il faut savoir, si on revient à notre instinct animal, à notre instinct primitif, la peur, elle est 100% naturelle.
Heureusement que nous, les êtres humains, on a peur, parce que si on n'avait pas peur, je pense qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus d'êtres humains sur Terre. Hein. C'est ce qui nous a permis de rester en vie pendant toutes ces années, hein, quand on devait se protéger des espèces qui pouvaient nous attaquer. C'est enfui chez nous, c'est intégré, ça fait partie même de la nature, de l'ADN de l'être humain d'avoir peur. Ce que je dis souvent, c'est qu'il ne faut pas aller au-delà, comment dire, il faut pas faire d'une peur un réel problème, dans le sens où il faut apprendre à jongler et accepter ses peurs et les regarder en face et savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces peurs-là. Il y a certaines peurs avec lesquelles on peut vivre, très clairement. Hein. Franchement, si j'habite à New York ou à Paris et que j'ai peur des serpents ou des araignées, bon, au quotidien, ça va pas changer ma vie. Hein. Très clairement, c'est pas ça qui va m'empêcher de vivre. Si j'ai une peur de l'avion ou une peur du noir, là, ça peut être déjà un petit peu plus handicapant. Avant, tu disais, il y a des gens qui ont peur de rien. Moi, je pense que c'est faux. C'est même moi qui suis passionné par le sujet, qui depuis tout petit est drivé par cette notion de peur. J'aime avoir peur, j'aime aller au-delà de mes peurs, j'aime me confronter à mes peurs. Mais aujourd'hui, j'ai des peurs réelles, j'ai des peurs profondes. Alors, moins pour moi que, par exemple, pour mes enfants, par exemple. Mais aujourd'hui, je peux avoir peur pour mes enfants. Et Dieu sait que je connais bien le process. La grande différence qu'il y a entre un individu A et un individu B, c'est comment est-ce que je me comporte face à une peur. Est-ce que je me laisse complètement happer par cette peur ou est-ce que je décide de l'observer, de l'accepter? Déjà, accepter une peur, il y a déjà, ce qu'on explique, c'est qu'il y a au moins 50% du travail qui est déjà fait. J'ai peur du vide, j'ai peur de parler en public devant les autres, j'ai peur de me lancer dans un nouveau projet, j'ai peur de quitter mon mari, j'ai peur de n'importe quoi finalement. C'est OK, je me mets face à ma peur, je la regarde, je la comprends et je l'accepte. Une fois que je l'ai déjà compris et accepté, déjà on se rend compte que le niveau de l'intensité de peur a déjà concrètement baissé. C'est-à-dire que j'ai moins cette boule au ventre, j'ai moins ces espèces de tremblements, je suis moins pris panique, j'ai moins cette douleur au niveau thoracique qui me pourrit la vie. Une fois que j'ai ça, je peux objectivement et raisonnablement me poser la question, ok, maintenant que tu as compris ta peur, que tu l'as acceptée, que tu sais que tu as peur et que tu es humble par rapport à ça, qu'est-ce qui est écologique pour toi? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Est-ce que ce qui est bon, c'est plutôt de la regarder, de la laisser là et quand elle vient, elle te bloque, elle te limite, elle te freine et tu es arrêté dans ton élan? Prendre l'avion, rentrer dans une pièce s'il fait un peu sombre, prendre des décisions, passer à l'action, sauter le pas, changer de boîte, changer de partenaire, etc. Ou alors tu penses que réellement, ce serait bien que tu puisses dépasser ça parce que ça va t'aider à faire des choses concrètes dans ta vie. Il y a des gens, ils ont besoin de dépasser leur peur parce que c'est essentiel pour eux dans leur évolution, dans leur carrière professionnelle, dans les révolutions personnelles aussi. Et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'un individu, quand il est face à sa peur, il reste constamment toujours bloqué et il ne passe pas à l'action? Et qu'est-ce qui fait qu'il y en a un autre qui est aussi face à ses peurs, qui a peur, mais qui à un moment donné saute le pas? Est-ce que c'est de l'ego? Est-ce que c'est vraiment une phobie, c'est-à-dire que ses émotions prennent le pas et que la personne est complètement tétanisée ou pas? Donc déjà prendre de la hauteur, prendre du recul, et se dire... Faire diminuer cette note de 1 à 10 de la notion de peur derrière. Ouais, c'est-à-dire que de toute façon, on a tous peur. Tu sais, moi, j'ai été inspiré par un garçon, entre autres, qui s'appelle Félix Baumgartner, que tu connais peut-être, qui a été le seul homme qui a sauté de l'espace en 2012, l'Autrichien. Il a fait un saut de 39 000 mètres. Ça a été le premier homme à dépasser le mur du son en parachute. Il explique, je la fais courte, parce qu'on ne va pas passer 4 heures là-dessus, mais en te la faisant courte, il a mis 5 ans à préparer son saut. Il a été sponsorisé par des marques très connues comme Red Bull, entre autres, par des médias, par des joailliers, etc. Il a expliqué qu'il a mis 5 ans à préparer son saut. Il était parachutiste professionnel. Il a fait les plus grands sauts en parachute de l'histoire. À part celui-là, c'était le dernier pour lui, pour boucler la boucle. Et il a expliqué que pendant 5 ans, il n'y a pas un jour où il n'a pas eu peur de mourir. Pendant 5 ans. Donc encore une fois, même les gens qui ont cette aura de ne jamais avoir peur,
ils ont peur. C'est physiologique, c'est interne, c'est notre ADN. Mike Horn, par exemple, qui a fait les choses les plus incroyables en tant qu'explorateur, en tant qu'aventurier. Mike Horn, quand tu te poses avec lui et que tu lui poses la question, bien sûr qu'il te dit qu'il a peur. Il y a des moments où il a peur. Il s'est retrouvé une fois en traversant le pôle, je sais plus si c'était le pôle Nord ou le pôle Sud, un des deux, où il l'a fait dans la période de l'année où il était que de nuit, où il s'est retrouvé pendant 60 jours par moins 40, par moins 50. À un moment donné, l'embarcation qui tire là, qui lui sauve la vie finalement, la glace est brisée, l'embarcation est tombée dedans, il n'arrivait plus à s'en sortir, etc. Il a eu à ce moment-là une peur gigantesque de mourir. Et d'ailleurs, presque il s'était laissé aller, il s'est dit ça y est, maintenant c'est fini, je vais mourir. Et quelle plus belle mort pour moi que de mourir dans un endroit comme ça, parce que c'est ma passion, c'est ma vie, donc je vais mourir là et entre guillemets, je vais mourir en légende. Mais toutes les personnes ont peur, même les présidents de la République, les plus grands acteurs, les plus grands hommes politiques, les plus grands aventuriers, les plus grands astronautes, tout le monde. Thomas Pesquet, l'astronaute actuel français qui est extrêmement connu et médiatisé, il explique aussi que lui aussi, chaque fois qu'il part sur une nouvelle sortie, il a peur aussi. Donc, on a tous des peurs. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et qu'est-ce qu'on en fait? Pour moi, la première clé pour réussir à s'en sortir, c'est prendre de la hauteur, faire en sorte de l'accepter. Et quand on l'a accepté, la regarder et essayer de la prendre plus comme une amie, cette peur, en disant tu es avec moi, tu vis avec moi depuis des années, maintenant j'aimerais un petit peu te mettre comme ami et arrêter de te mettre comme ennemi, et comment est-ce que je peux faire pour jongler avec toi, pour jouer avec toi, pour quand même passer, parce que je dois progresser. Et tant que tu seras là, tu vas m'empêcher de progresser. Donc je dois jouer avec toi, et c'est constamment un match, un drive, pas un combat, parce que j'aime plus faire cette métaphore avec le boxeur qui est sur le ring et qui doit taper pour se battre, mais plutôt en disant écoute, tu es là, tu existes, mais par contre maintenant précisément dans cette situation, c'est moi qui décide. Donc oui, tu es là, je t'accepte, tu es à côté de moi, tu es dans ma vie, tu fais partie de ma vie depuis des années, mais maintenant ce que je vais faire dans cette situation-là, c'est que je vais un peu te mettre de côté et tu vas me laisser un petit peu grandir, et moi je vais prendre une décision maintenant et je vais passer à l'action maintenant. Peut-être que je vais me cracher, peut-être que je vais avoir mal, peut-être que je vais être mal jugé par les autres, peut-être que ça va me mettre en danger, mais en tout cas, je vais passer à l'action même si j'ai peur. Et là, il se passe quelque chose au niveau psychique, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que ton inconscient a intégré que à un moment donné, toi, tu as passé le pas et tu as pris la décision de maîtriser ta peur et de prendre une décision différente. Donc, le process, la boucle, elle est cassée. Au lieu d'être dans un cercle vicieux, je passe dans un cercle vertueux. Même si ça marche pas. Et si ça marche pas, on s'en fout. Rien que le fait d'avoir cassé le code et d'avoir dit « je t'ai observé, tu es là, mais j'ai pris une décision différente. C'est moi qui maîtrise, c'est plus toi », ça fait une différence énorme. Et c'est ce que je fais dans ma conférence spectacle, notamment avec les bocaux de la peur, par exemple, quand à un moment donné, la personne elle doit mettre sa main dans un bocal avec un serpent vivant dedans, ou un scorpion ou une migale. Il y a une clé, dans 95% du temps, la personne me dit « Nicolas, je n'y arriverai pas, c'est impossible. Je ne peux pas mettre ma main dans ce bocal avec ce serpent ou cette migale. Je ne peux pas. » Et mon job, à ce moment-là, c'est de montrer que le « je ne peux pas » se transforme en « ok, je l'ai fait. Je l'ai fait, c'est moi qui a décidé de le faire et j'ai réussi à récupérer cette clé. Donc, j'ai prouvé à moi, à mon inconscient et à ma peur que si je décide vraiment et que je suis accompagné et que j'ai pris la décision de le faire, je suis capable de tout finalement. Ouais. Et donc drivé par un objectif, un rêve, des peurs qui sont présentes, mais qu'on peut, avec qui on peut vivre et puis s'en sortir si on a vraiment envie en fait à chaque fois. Ok. La notion de sens, on en a parlé en début de l'épisode. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, tu vois, dans les entreprises. On parle même j'étais à une table ronde avec Amos Business School, donc c'est des Master 2, si tu veux, des étudiants qui sont génération Z, donc voilà, qui ont la vingtaine aujourd'hui, qui ont 20 ans, qui vont bientôt arriver sur le marché du travail. Et on était 6 chefs d'entreprise, donc à échanger, à bâton rompu presque, sur la notion de sens, sur la notion du travail avec les nouvelles générations. Et à chaque fois, en fait, il y avait cette notion de sens qui revenait. Et toi, qu'est-ce que tu penses du sens et comment on le découvre en fait ce sens? Parce que mine de rien, la problématique des étudiants qui étaient avec nous, c'était en fait je suis là, j'aime le sport, donc je suis chez Amos Business Sport, mais
qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Je ne sais pas. J'arrive pas encore à trouver le sens de ma vie. Comment on y arrive si toi, tu as des clés? Alors, moi, tu sais, Quentin, j'ai mis 10 ans à trouver le sens de ma vie. J'ai mis 10 ans. Et je pense que c'est une des raisons principales pour laquelle aujourd'hui je suis conférencier et coach. C'est que pendant 10 ans, j'ai papillonné, je suis allé sur différents types de postes, différents types de missions, dans différents pays, avec différents types de personnalités. Et à chaque fois, ce que je faisais globalement, ça marchait. J'avais des résultats corrects, cohérents, en fonction de mes objectifs que me donnaient mes N+1, mes N+2. Mais à chaque fois, il me manquait quelque chose. Et je me disais, c'est pas possible. Sur le papier, tout le monde me dit, mais ça y est, Nicolas, maintenant, tu peux être heureux, tu as tout ce qu'il te faut, tu as un super job, tu as un super bon salaire, tu voyages, tu as ta chérie, tu as ci, tu as ça, etc. Et à chaque fois, je me disais, des fois, je disais rien, et des fois, je disais, non, mais il y a un truc, il y a toujours un truc que je n'ai pas, qui fonctionne pas. Je savais pas ce que c'était. Mais non, mais arrête de te prendre la tête, c'est pas possible, t'es trop compliqué, tu te tortures de trop, etc. Et heureusement, j'ai envie de te dire, Quentin, que je me suis torturé pendant toutes ces années. Heureusement que j'ai écouté finalement cette flamme, cet appel, ce qu'on appelle nous les coachs, cet appel à l'intérieur, cet appel intrinsèque qui est à l'intérieur de toi et qui fait que de temps en temps, le téléphone il sonne et le truc, t'as des alertes. Et il te dit non, mais t'es pas à la bonne place, t'es pas à la bonne place. Alors tu cherches. Moi, en tout cas, j'ai dû chercher pendant longtemps. Et quand, alors, au fur et à mesure, forcément, c'est comme un chasseur de trésors. Plus tu cherches, plus tu passes du temps, plus tu te rapproches de ton trésor, de toute façon. Donc, il faut passer du temps. De toute façon, ça vient pas du jour au lendemain. Alors, par miracle, il y en a des fois qui ont ça très jeune. C'est-à-dire que moi, ma femme, par exemple, très jeune, elle savait ce qu'elle voulait faire et elle était alignée avec elle depuis presque toute petite. C'est au-delà de la vocation, c'est presque comme, je sais pas si tu crois aux âmes, mais un peu ces âmes qui sont en fin de parcours. Et quand ton bébé il vient au monde, tu sens tout de suite qu'il est aligné avec lui-même, qu'il est stable, qu'il est droit, qu'il est solide, et que globalement, s'il dit plus tard, je veux être, je sais pas moi, dans l'aide humanitaire, ou je veux aider les autres, ou je veux être peintre, ou je veux être musicien, ou je veux être artiste, globalement, tu sens qu'ils sont alignés là-dedans, et il y a peu de chances que ça déroge, quoi, tu vois. Moi, ça n'a pas été mon cas. Je suis venu en total chasseur de trésors. Donc, il a fallu que j'aille à l'exploration de ma vie et de mon être et de qui j'étais. Ce qui est certain, c'est que comment est-ce qu'on trouve le sens de sa vie? C'est au-delà de vivre des expériences pour savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on n'est pas fait. C'est à un moment donné... Alors, il y a deux choses que j'aime beaucoup. La première, pour aider à trouver le sens de sa vie, c'est de se dire, OK, imagine tu es sur ton lit de mort à 80, 85 ou 90 ans et tu devais, tu devrais faire un feedback, une rétrospective de toutes les choses que tu as fait dans ta vie et de peut-être tous les regrets que tu aurais de ne pas avoir fait telle ou telle chose. Ce serait quoi ces regrets? Moi, de toute façon, si je me retrouve un jour sur mon lit de mort, ce qui est certain, c'est que comme plus gros regret, j'aurais par exemple le fait de ne pas avoir passé du temps avec mes enfants, de ne pas avoir eu d'enfants, de ne pas avoir parcouru le monde, de ne pas avoir fait un tour du monde, de ne pas avoir été, je ne sais pas moi, pompier ou policier ou astronaute ou j'en sais rien, mais en tout cas, c'est partir loin pour se dire, OK, si demain tu arrives à l'âge de 80 ans, quelles sont les choses que tu aurais impérativement voulu vivre dans ta vie? Voilà, ça c'est la première chose. Une deuxième chose qui fonctionne aussi très bien, c'est de se dire, OK, si demain, il te restait plus qu'un mois à vivre, par exemple, ou 6 mois à vivre, qu'est-ce que tu ferais sur ce dernier mois ou sur ces 6 derniers mois? Qu'est-ce que tu ferais? Alors bien sûr, ce qui sort souvent d'abord, c'est passer du temps avec les gens que j'aime, passer du temps avec ma famille, avec mes enfants, etc., etc. OK, mais au-delà de ça, c'est quoi tes rêves? C'est quoi les choses que tu aimerais vraiment, vraiment faire sur les 6 derniers mois qui te restent là, ou sur les 3 derniers mois qui te restent? Et là, on arrive à des pistes concrètes de choses. Est-ce que tu irais travailler? Non, mais c'est sûr que j'irais pas travailler. Ah bon, tu irais pas travailler? Mais pourquoi t'aimes pas ton travail? Concrètement, s'il me reste plus que 6 mois à vivre, non, je vais pas aller travailler, non. OK, tu irais faire quoi alors, concrètement? Je sais pas, j'ai toujours rêvé de jouer de la guitare. OK, tu irais faire de la guitare. OK, j'ai toujours rêvé d'aller faire le Tour de France en moto, par exemple. OK.
Et tu crois pas que là-dedans, il y a des choses à aller gratter là-dedans? Est-ce que ta vie, ce serait pas justement, je sais pas moi, monter des road trips en moto? Est-ce que ce serait pas d'écrire des chansons, de jouer de la guitare, de faire autre chose? En tout cas, des choses qui te drivent réellement. Et là, on commence à avoir des pistes d'amélioration, des pistes de réflexion possibles avec la personne. Et au-delà de ça, c'est qu'est-ce qui donne du sens pour la personne en termes de valeur. C'est-à-dire, moi, ce qui me manquait quand je te dis que j'ai cherché le sens de ma vie pendant 10 ans, ça a été finalement dans une de mes valeurs profondes, j'avais l'aide à la personne. Alors, je ne savais pas si c'était aider en étant pompier, en étant kinésithérapeute, en étant psychologue, mais je savais que dans ma mission de vie, la notion d'aider les autres, elle était fondamentale. Et quand je reprends finalement mon parcours depuis que je suis tout petit, ce qui m'a toujours drivé, ça a été le fait d'aider finalement les autres quand ils avaient des problèmes. Je me rappelle petit, j'ai des souvenirs de moi petit quand j'étais dans la cour d'école. Autant je pouvais être des fois un bagarreur, être le mec qui passait à l'action, qui voulait marquer les buts, qui voulait être le premier à faire les choses. Mais dès que je voyais quelqu'un qui était dans un moment de détresse ou de difficulté, j'étais toujours le premier à aller. Dès que je voyais une petite fille qui tombait par terre, qui était en pleurs ou qui s'était ouvert le genou, ou un garçon qui était là, qui était triste, ou même des fois qui se sentait un peu exclu des autres, le premier qui allait toujours aider les gens en difficulté, c'était moi. Et donc je savais que cette notion-là chez moi, elle était essentielle. J'ai besoin dans ma vie d'aider les autres. Aujourd'hui, je vis dans un pays, tu le sais, j'habite au Maroc, mais... Alors le Maroc, le truc, c'est que c'est un pays où ça peut ne jamais s'arrêter parce que tu peux être dans une aide permanente en 24/24, 7 jours sur 7. Mais au quotidien, moi, je donne à manger aux gens, je donne des pièces, je donne du temps, je donne de l'écoute, je donne de l'attention. Souvent, les gens autour de moi, c'est ce qu'ils me disent. Ils disent, mais c'est incroyable l'attention, le temps, la générosité que tu peux donner aux autres parce que c'est dans ma valeur. Et je dis ça sans faire de marketing, hein, quand vraiment, parce que tu me poses la question de sens. Moi, en tout cas, c'est une valeur fondamentale qui me drive. Et demain, on pourrait me donner un poste où je gagnerais, bon, aujourd'hui, je gagne bien ma vie, mais on pourrait me donner une opportunité où je gagnerais 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois plus d'argent que ce que je gagne aujourd'hui. Si on m'enlèverait cette notion-là, cette valeur-là d'aide aux autres, je serais fondamentalement malheureux, ça marcherait 3 semaines ou 15 jours et ça s'arrêterait. De manière je dirais, indéniable et obligatoire, tu vois. Et comment, alors je creuse aussi un peu là-dessus, cette valeur, les gens qui disent « Ok, donc là, je vois le chemin, donc il faut que je trouve ma valeur profonde ou mes valeurs profondes. » Quel est le process ou un des exercices que tu pourrais nous préconiser là-dessus? Alors, on a des exercices en PNL. Tu parlais des niveaux logiques. Les niveaux logiques nous amènent à identifier ça. C'est un peu le principe de l'arbre qui cache la forêt. Je veux faire quelque chose, c'est important pour moi. Ok, alors ça, c'est important, mais pourquoi c'est important? C'est important parce que ça va me permettre... par exemple, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un job où je gagne bien ma vie. Ok, c'est ça le plus important pour toi? Ah oui, moi, le plus important, c'est d'avoir un job où je gagne bien ma vie. Ok, d'accord. Mais en quoi c'est important pour toi de bien gagner ta vie? Bien gagner ma vie, pour moi, ça me permet de faire des choses et d'être libre. Ok, donc ce qui est important à ton avis, c'est bien gagner ta vie et avoir de l'argent ou c'est être libre? Non, réellement, c'est pas bien gagner ma vie, c'est être libre. Ok. Et pourquoi c'est important pour toi d'être libre? Pour moi, c'est important pour moi d'être libre parce que ça va me permettre de vivre des choses différentes dans ma vie, vivre un maximum de choses. Ok, ça veut dire quoi pour toi vivre un maximum de choses? C'est par exemple voyager, écrire, passer du temps à faire du sport, passer du temps avec mes enfants. Ok, d'accord. Et pourquoi c'est important pour toi tout ça? Et au final, on gratte, et en grattant, on se rend compte que par exemple, in fine, la personne, alors c'est souvent le cas, la personne elle va te dire, tout ça c'est important pour moi parce que ça me permet d'être heureux. Ok. Et donc comment est-ce que tu fais toi fondamentalement pour être heureux à ton avis? Je sais pas. Ok, alors ça arrive, des fois les gens le savent, des fois les gens le savent pas. Ok. Alors à ce moment-là, j'accompagne la personne et je la mets dans un sentiment où la dernière fois, elle a été vraiment heureuse. Ok, c'est quand la dernière fois que toi, tu as été vraiment heureux ou vraiment heureuse? Je sais pas vraiment. Ok, et là à ce moment-là, je la mets dans un état en général d'hypnose ou de transe hypnotique. Je lui fais fermer les yeux
Et je la mets dans cet état-là pour essayer qu'elle se reconnecte avec un moment où elle a été heureuse ou épanouie dans sa vie. Et quand je la reconnecte à ce sentiment-là, et que de manière kinesthésique, elle replonge là-dedans, à ce moment-là, je lui pose la question, dans ce qui est important pour elle, ok, en termes de valeur pour toi, tu penses que c'est important de contribuer à quoi? C'est quoi qui est important pour toi dans la vie? Est-ce que c'est le partage? Est-ce que c'est l'aide? Est-ce que c'est la contribution? Est-ce que c'est l'ambition? Est-ce que c'est la générosité? Est-ce que c'est l'authenticité? C'est quoi qui est important pour toi? C'est quoi qui te drive? Si on devait tout gommer et on devait garder peut-être 2 ou 3 piliers qui font ta personne, qui font ton essence, c'est quoi? C'est quoi qui font ta personne, qui font que si j'enlève ce pilier-là, tu t'effondres? Et là, à ce moment-là, on arrive à des choses vraiment intéressantes. Et moi, l'aide à la personne, je le savais déjà, mais forcément, mon mentor a fait cet exercice que je viens de te dire là, cet exercice de on enlève tout, on enlève tous les artifices, on enlève tous les parapluies, on enlève tous les boucliers, tous les filtres pourris, et on garde vraiment les 2 ou 3 piliers. C'est quoi, toi, ton pilier qui fait que si j'enlève ça, tu t'effondres? Bah, moi, dans un de mes piliers, c'était l'aide à la personne. L'aide à la personne faisait partie indéniable de mes piliers. Et pour aller encore plus loin, moi, je suis allé chercher dans ma génétique avec mes pères. Quand je te dis mes pères, c'est mes ancêtres, mes parents, mes grands-parents, etc. Ils ont tous été là-dedans aussi dans leur vie. Ma grand-mère, elle a bossé pour les Restos du Cœur, pour Médecins sans frontières, pour l'ARC avec la recherche pour le cancer, toute sa vie. Mon grand-père, pareil, mes arrière-grands-parents, pareil. Tu vois, donc c'est quelque chose qu'on a, c'est un patrimoine aussi que moi je porte. Parce que tu sais que dans notre patrimoine, on porte génétique, je te parle psychologique en tout cas, hein. On porte des bonnes choses, on porte des moins bonnes choses, mais dans les bonnes choses, qu'est-ce qu'on porte aussi? C'est quoi qu'on a hérité de nos ancêtres? Et moi, je porte un certain nombre de choses que j'ai dû effacer ou en tout cas atténuer par mes ancêtres. Et il y a certaines choses que je porte qui sont, selon moi, des très belles choses qui ont été cultivées de génération en génération, tu vois? Et ouais, non mais exactement. Comment tu as fait cette recherche? Tu t'es dit, je vais regarder mon arbre généalogique et je vais aller creuser un peu plus ce que chacun de mes pères ont pu faire dans leur vie, tant d'un point de vue professionnel que caritatif ou même associatif, bref, peu importe. Alors écoute, c'est de la lecture et c'est des rencontres. C'est des bouquins sur lesquels je suis tombé, qui m'ont inspiré et auxquels je devais avoir des réponses. C'est mon parcours de coach. Forcément, la première année, tu te poses tellement de questions que, à un moment donné, tu poses des questions à tes propres parents. J'ai posé des questions à ma mère, j'ai posé des questions à mon père, j'ai posé des questions à ma grande sœur, par rapport à notre enfance, j'ai posé des questions à mes grands-parents. Il restait plus que ma grand-mère, donc ça a été surtout ma grand-mère avec qui j'étais très proche. Maintenant, malheureusement, elle a 98 ans et elle a perdu sa tête, mais à l'époque, elle a pu encore répondre à certaines de mes questions. J'ai eu des réponses par une grande tante qui était la sœur de mon grand-père qui était déjà parti à l'époque, mais j'ai dû avoir une réponse aussi importante parce que pendant une période, on avait un rapport à l'argent un peu compliqué dans la famille et quand je suis allé voir ma première kinésiologue tu connais un peu les kinésiologues, leur métier en tout cas, hein, c'est qu'ils arrivent à remonter à des vies un peu antérieures et ils te donnent des réponses par rapport à qui tu es aujourd'hui et quel patrimoine tu as hérité. Et il y avait différentes réponses auxquelles je devais avoir, différentes questions auxquelles je devais avoir des réponses, notamment ce rapport à l'argent qu'on avait dans notre famille. Et je suis revenu jusqu'à, je sais plus, 4 ou 5 générations où j'ai appris que, alors c'était 4 générations en arrière, que j'ai un de mes pères, parce que moi j'appelle ça un de mes pères, alors pour le coup c'était mon arrière-grand-père, il tenait sur ses épaules tout le socle de la famille, en tout cas au niveau financier, etc. Et un jour, il est mort dans une grange, il est mort brûlé vif. Et en fait, tout le soutien, tout le poids, je dirais, du père de famille qui porte sa famille, en tout cas au niveau financier, du jour au lendemain, la famille s'est retrouvée sans ressources, sans rien. Et ça a créé des peurs, ça a créé des blocages, ça a créé des... forcément, hein, l'homme a besoin de survivre. Donc, cette famille, à ce moment-là, que moi, je n'ai pas connue, parce que forcément, c'était il y a 4-5 générations en arrière. Mais ces gens-là, qui ont fait partie de ma famille, en tout cas au niveau du patrimoine, ont dû apprendre à vivre avec rien et se battre. Et forcément, ça a créé des peurs et un rapport à l'argent complètement différent de ce qu'ils avaient jusqu'à ce moment-là où cet homme est décédé. Et ça, c'est une grande tante à moi qui avait appris ça par sa grand-mère, qui, elle, avait vécu cette situation. Elle était elle-même petite, mais elle avait vécu cette situation-là. Et donc, si tu veux, ça crée en toi tout de suite des réponses.
C'est-à-dire que moi, je porte en moi quelque chose de compliqué ou de délicat par rapport à ça. Et une fois que je l'ai compris et que je l'ai intégré, pourquoi est-ce que de génération en génération, on avait un rapport à l'argent alors encore une fois, hein, on n'était pas malade et personne n'a tué personne. Mais j'ai trouvé que par rapport à d'autres familles, on avait un rapport à ça qui était un peu différent ou un peu délicat ou un peu compliqué. Et le fait d'avoir creusé et d'avoir lâché prise par rapport à ça, j'ai un rapport à l'argent aujourd'hui qui est complètement différent. Tu vois, même si je suis dans l'aide et moi je suis assez généreux, donc moi je donne de l'argent, mais en tout cas ça a été un chemin pour moi, tu vois. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui font que quand tu te poses des questions et que tu vas avoir des réponses, tu tombes des fois sur des pépites et sur des choses absolument extraordinaires, vraiment. À condition, bien sûr, d'être ouvert et de saisir les opportunités de recherche. Ouais, bien sûr. Ah non, bah ça c'est certain, ça c'est la base. Tu sais, c'est l'être humain, le pilier fondamental du coaching, c'est l'être humain ne peut changer que si lui-même a la volonté de changer. Dans mes tout débuts en tant que coach, il y a des gens qui venaient me voir parce qu'ils voulaient arrêter de fumer. Et c'est une belle métaphore, le principe d'arrêter de fumer, parce que la première chose qui fait qu'une personne, même si elle n'y arrive pas, mais qu'elle arrive à un moment donné à passer le cap et à arrêter de fumer, c'est qu'au fond d'elle, psychologiquement, elle a envie d'arrêter de fumer. Physiologiquement, elle n'y arrive pas. Elle est encore dans cette addiction, dans cette dynamique, dans cette difficulté. Mais psychologiquement, elle se dit non, j'ai vraiment envie d'être accompagnée pour y arriver. Et là, on arrive à accompagner la personne pour qu'elle arrête de fumer. Mais tant qu'elle n'a pas elle-même décidé de se dire non, mais je veux vraiment changer, je veux arrêter, ça ne fonctionne pas. Et ouais, ça c'est pour tout. C'est pour tout comme ça, exactement. J'aimerais qu'on parle un peu de Koh-Lanta et ce qui, j'imagine, après tu vas me dire, mais qui a dessiné un de tes programmes d'accompagnement aussi. Rapidement, comme ça, pour que tu nous présentes un peu ce que tu fais aussi dans cette sphère. Alors, qu'est-ce que Koh-Lanta t'a apporté? Pourquoi? Et puis ensuite, ce que tu fais dans le désert. Alors, écoute, Koh-Lanta, ça a été une aventure humaine, une aventure personnelle, vraiment riche, vraiment puissante. Au-delà d'une simple aventure où on passe à la télévision et on est sans manger pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ce que moi, en tout cas, ça m'a apporté de plus fort, le plus beau cadeau que j'ai reçu de cette aventure de Koh-Lanta, c'est que ça m'a définitivement enlevé la peur du lendemain. Tu sais que la peur du lendemain, elle est très présente chez nous, hein, chez les êtres humains, encore plus quand on fait partie d'une société moderne et occidentale. Hein. Comment est-ce que je vais faire pour payer ma retraite? Comment je vais vivre plus tard? Comment je vais payer ma maison? Comment je vais payer mes crédits? Comment je vais m'en sortir si demain je perds mon job? Enfin, cette peur du lendemain, elle est alimentée par la famille, par la société, par tout ça, par tout ce qu'on lit, par tout ce qu'on porte dans notre société actuelle. Donc, moi, mon corps, ma tête, mon être a vécu une expérience de 21 jours où pendant 21 jours, je n'ai vécu avec rien. Voilà, avec rien. Alors j'avais de l'eau quand même, ça c'est sûr, on a de l'eau à Koh-Lanta, hein, on a 5 litres d'eau par jour et par personne, donc tu vas me dire sans eau on vit pas, donc on avait quand même de l'eau. Mais au-delà d'avoir de l'eau, je n'avais rien. J'avais un short, une paire de baskets et rien d'autre. Donc on est au tout début de la première étage de la pyramide de Maslow, que tu connais bien, hein, qui est se chauffer, s'éclairer, se nourrir. Et j'ai vécu comme ça pendant 21 jours. Alors certes, c'est des conditions de vie différentes. Tu vis un peu dans un mode Robinson Crusoe ou homme préhistorique. Mais dans tous les cas, tu peux vivre. Voilà, tu vis simplement, tu vis d'une manière différente, mais tu vis. C'est-à-dire que 95% des choses et des besoins qu'on se crée dans notre vie, nous, aujourd'hui, tous les jours, dans une vraie vie en pleine nature, on n'en a pas réellement besoin. On a besoin de se chauffer, de s'éclairer, se nourrir. Voilà. Alors, se reproduire aussi et de faire partie d'une tribu, bien sûr, mais globalement, on vit avec pas grand-chose. Donc, Koh-Lanta, ça m'a amené ça. Ça m'a amené aussi à prendre conscience que globalement, je pouvais aller au-delà de mes limites parce que même en tant que sportif de haut niveau, j'étais jamais allé aussi loin. Hein. Moi, je suis tombé inconscient à Koh-Lanta. Hein. On a vécu une épreuve où je suis complètement tombé raide, KO, out parce que mon corps a complètement lâché. Le physique et le psychique ont lâché parce que ça faisait plusieurs jours que j'avais rien mangé du tout. Et quand je me donne dans une épreuve, je me donne à 100%. Donc, c'est arrivé qu'une fois qu'à la fin d'une épreuve, je me suis retrouvé tombé sur le sol et complètement écroulé.
Mais en même temps, ça m'a amené, ça m'a donné ce que je recherchais aussi, c'est-à-dire aller au-delà de mes propres limites à moi, qui étaient déjà assez élevées, mais aller au-delà de mes propres limites dans une dynamique de survie et d'aventure, à voir comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce qu'on réagit nous individuellement et comment est-ce qu'on se comporte et qu'on réagit avec les autres. Ok, yes. Et donc ça, expérience fantastique, ça t'a permis de grandir et puis de te lancer dans cette aventure de coaching, de conférences spectacle. Tu as créé aussi un accompagnement, ou je sais pas comment qu'on peut appeler ça, dans le désert, où tu refais un peu cette aventure Koh-Lanta avec des collaborateurs. C'est Ouais, ça, c'est ça, tu peux appeler ça une expérience. En fait, ce que je mets en Ouais. avant, ce que je fais vivre aux gens, c'est des expériences. Même ma Ouais. conférence, je l'appelle pas réellement conférence, c'est une vraie expérience parce qu'il se passe des choses. Les gens vivent des choses de manière kinesthésique, de manière physiologique, ils vivent des choses. Et en fait, jusqu'à la période du Covid, mon emploi du temps, mon planning en tant que conférencier et sur mes spectacles était tellement important que je faisais plus de coaching ni individuel ni de coaching de groupe. J'avais beaucoup de demandes dans ce sens-là. Et je me suis rendu compte Ok. que les rares fois où je le faisais, je le faisais toujours spontanément et naturellement dans des environnements de pleine nature, et que c'était là que j'avais les meilleurs résultats. Parce que les gens étaient en dehors de leur zone de confort, ils n'étaient pas dans des salles d'hôtel classiques voilà, avec leur petite zone de confort, les petits fours, les petits thés, les petits cafés, terminer à 18h, se faire des beaux restos, des beaux hôtels, etc. Il y avait toute une superficialité, tout un tas de codes et de filtres qui finalement faisaient qu'on n'arrivait pas à rentrer en profondeur à 100%, en tout cas comme moi je le voulais, dans les moments où des fois on arrivait au climax d'un débrief suite à un atelier de coaching et puis ça y est, maintenant c'est le moment de partir au resto parce qu'ils nous attendent, on a un timing précis, il faut partir au resto, etc. Quand j'emmène les gens vivre une expérience en pleine nature, il n'y a pas de resto qui nous attendent, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de bain, il n'y a pas de je dois aller me pouponner, je dois pas. Voilà, on enlève tous les filtres, tous les trucs qui dans la vraie vie existent, mais qui en pleine nature n'existent pas. On est connecté à nous et on est surtout déconnecté de tout ce qui peut nous perturber avec les téléphones, les ordinateurs, les réseaux sociaux, le Wi-Fi, etc. Quand on part en pleine nature, il n'y a plus tout ça. Et donc le fait de se déconnecter de tout ça et de se reconnecter à soi et d'être réellement positionné sur OK, pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que ça m'apporte moi individuellement? Mais surtout, qu'est-ce que ça m'apporte par rapport à l'ensemble du groupe? Et donc, ce concept-là s'appelle Coach My Aventure. Ça veut dire globalement Coach Mon Aventure. Donc, on les met dans une dynamique d'aventure. On a 3 formats. On a un format 1 jour, on a un format 2 jours et un format 3 jours. Où globalement, on les emmène vivre une aventure réelle autour de la cohésion d'équipe, autour du dépassement de soi, autour de la communication, de l'intelligence émotionnelle, avec un sens réel. Et là-dedans, moi, je les coach. Quand je te dis je les coach, c'est-à-dire que je travaille avec eux déjà en amont, avec une séance de cadrage. Je les coach pendant l'aventure. Et surtout, à la fin, on a tout un échange, tout un débriefing, tout un bilan qu'on crée, qu'on fait entre ce qui s'est passé pendant l'aventure et ce qui se passe pour eux dans l'entreprise. En termes de rapport aux autres, en termes de communication, en termes de leadership, de management, de manière de réagir, d'intelligence émotionnelle, de manière de nous parler, de manière de nous comporter, de pourquoi est-ce qu'on s'aime, pourquoi est-ce qu'on s'aime pas, pourquoi est-ce qu'on se dit les choses, pourquoi est-ce qu'on se le dit pas. Est-ce qu'on peut se dire là les choses maintenant là? Tu sais, des fois, moi, ça m'arrive de faire des débriefings à 4500 mètres d'altitude où on est assis par terre sur le sol et les choses qu'on se dit à ce moment-là sont uniques. Elles sont uniques, c'est-à-dire que souvent, ce qu'on dit dans les débriefs des équipes qui vivent Coach My Aventure, c'est Nicolas, tu as réussi à nous faire dire des choses qu'en 10 ans, en 15 ans de boîte, on s'était jamais dit. Jamais dit. Alors bien sûr, moi, avec les années, maintenant, ça fait 10 ans que je fais ça, donc avec les années, j'ai appris à faire ça, à mettre le doigt sur les choses qui font mal, mais sans leur faire mal. C'est-à-dire, ils mettent les bons mots, ils mettent la bienveillance, la fluidité, le bon liant pour que globalement les gens ne se sentent pas jugés, ne se sentent pas attaqués, ne se sentent pas transgressés dans leurs valeurs, ne se sentent pas violentés, mais au contraire pour une dynamique d'évolution, de progression, de transformation individuelle et collective. Et c'est là que moi j'insiste à chaque fois, Coach My Aventure, c'est une vraie aventure de vie personnelle,
mais c'est une aventure de vie aussi en groupe, parce que de la même manière que je le fais pour Change Experience, c'est la même chose pour Coach My Aventure, c'est-à-dire qu'on fait ça uniquement dans le cadre de l'entreprise pour le moment en tout cas, uniquement dans le cadre de l'entreprise. Oh, ok. Et ça c'est génial. Est-ce que tu mets 2 entreprises en même temps ou c'est une seule et même entreprise, une équipe de un manager à manager? Comment ça se passe? Non, c'est toujours la même entreprise. Ah non, il y a des choses qui se disent qui sont tellement profondes et tellement souvent confidentielles que non, c'est toujours la même entreprise. Et souvent, soit l'entreprise, elle commence à me connaître par Coach My Aventure et ensuite, à plus grande échelle, elle prend la conférence pour inspirer les collaborateurs après sur une convention nationale, par exemple, ou une convention régionale. Soit un Fortuné aux banques, un Nestlé, un McDonald's, un BNP Paribas, il va prendre d'abord la convention avec notre format conférence ou spectacle. Et ensuite, j'ai le board ou le COMEX ou le CODIR qui vient me voir et qui me dit Nicolas, on aimerait vraiment continuer l'aventure avec toi, vivre quelque chose de fort avec toi, qu'est-ce que tu nous proposes? Et là, je leur parle de Coach My Aventure et en général, ça matche bien sur ce format-là. Et vraiment, Coach My Aventure, c'est en petits groupes. Pour que ça puisse fonctionner et qu'on puisse avoir des échanges, de l'authenticité, de la singularité, c'est vraiment du petit groupe. Donc, quand je dis petit groupe, pour moi, c'est du 15, 10, 20, 25 personnes maximum. Et là, on arrive vraiment à échanger et à être dans des conditions d'échange qui sont vraiment sublimissimes. Et aujourd'hui, j'ai autant de plaisir dans l'un que dans l'autre. C'est-à-dire que des fois, quand j'en parle aux gens, les gens me disent « Mais attends, tu te rends compte, tu donnes des conférences, des spectacles devant 1000 personnes, tu vas encore en pleine nature avec 15 personnes crapahuter sur un sommet ou en plein désert, mais pourquoi tu fais ça ?» Parce que ce que j'ai de l'autre côté, je ne peux pas l'avoir quand je suis en conférence ou en spectacle. Cette singularité, cette profondeur, ces 48 heures d'immersion totale dans un endroit où je suis totalement immergé, moi, avec un groupe, je ne peux l'avoir que dans un contexte comme celui-là. Et ouais, non mais je vois très très bien et surtout qu'on a besoin de se nourrir de plein de choses et le fait d'avoir cet équilibre en tout cas professionnel te correspond bien pour le moment en tout cas, mais waouh, c'est assez génial quand tu as des groupes de 10, 15, 20 personnes ou un tout petit peu plus. J'imagine que tu as une équipe, comment ça se passe, ou tu drives tout le monde en étant seul? Non, je drive pas tout le monde, j'ai un partenaire qui est reconnu dans le monde entier qui s'appelle Evolution 2, je ne sais pas si tu les connais de nom. Non, je ne les connais pas. C'est le leader en Europe de tout ce qui est activité et outdoor. Donc, ils sont spécialisés dans le ski, dans les sorties extrêmes, dans les dépôts en hélicoptère, dans les créations et dans les interventions d'aventure et organisation d'aventure à travers le monde. Ils font des choses dans la jungle, ils font des choses dans le désert, ils font des choses en pleine montagne, ils font des choses dans le froid, dans le chaud, dans les extrêmes. Et leur grande particularité, c'est qu'ils font ça depuis plus de 30 ans maintenant et qu'ils font ça en toute sécurité. Donc, toute la partie un peu logistique, technique, 4x4, staff, matériel, pharmacie, bobologie, accident, tout ça, c'est eux qui gèrent toute cette partie-là. Pour moi, me concentrer, me focuser à 100% sur la partie coaching. Parce que moi, tu sais, je passe mon temps à observer, à regarder, à analyser les micro-signes, les choses qui se disent, qui ne se disent pas, tous ces trucs-là un peu complexes. Qui font qu'à un moment donné, j'arrive à capter des choses et qui ressortent après dans nos échanges ou en débrief. Et ouais, mais passionnant, c'est pareil, j'avais des idées un peu comme ça là, il y a quelques temps mais à l'occasion on en reparlera parce que je pense qu'il y a de belles choses et on est en contact avec quelques entreprises en tout cas qui ne sont pas dans ton scope quand j'ai regardé les entreprises que tu as accompagnées, donc il y a peut-être des sujets en tout cas qu'on pourrait évoquer là-dessus. Yes. Là, j'aimerais, on va arriver sur les dernières questions de l'épisode. Peut-être quelque chose un peu plus centré sur toi là maintenant. Comment toi tu trouves ton équilibre de vie, que ce soit dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année? Comment toi tu trouves cet équilibre? Alors, je te cache pas que pour moi c'est un vrai exercice au quotidien. Je pense que ça l'est. Je crois, je ne sais pas si c'est une croyance juste ou fausse, mais en tout cas, je pense que c'est un peu ce qui drive les êtres humains au quotidien, c'est trouver l'équilibre. Et moi, je mets une attention, je mets une énergie particulière, parce que j'utilise souvent ce mot-là, équilibre, et moi-même, je dois donner beaucoup d'attention et je dois donner beaucoup d'efforts à trouver l'équilibre. Parce que comme je te l'ai dit, j'ai ma vie de papa, j'ai ma vie de sportif, j'ai ma vie de conférencier, j'ai ma vie d'aventurier. Et en permanence, c'est des réglages
c'est des réglages permanents. Ce que je sais, c'est que ce qui me permet, moi, de trouver mon équilibre, c'est déjà savoir ce qui me rend heureux et ce qui est important pour moi dans ma vie. Donc, ce qui est important pour moi dans ma vie, c'est ma vie de famille, c'est mes enfants, c'est le fait de faire du sport et c'est le fait de donner des choses, soit sur scène, soit dans l'aventure. Donc, déjà, si tu mets tous ces points-là bout à bout, si je sors trop du cadre à un moment donné, très vite, je me fais déborder. Surtout que j'ai une vie, ça c'est annexe, mais c'est tellement ancré que tu vois, je t'en avais même pas parlé, mais je donne beaucoup de place à l'amitié aussi. C'est-à-dire que les amis que j'ai des amis depuis plus de 30 ans, j'ai des amis que j'ai depuis plus de 15 ans, 20 ans, et j'en ai partout parce que j'ai eu la chance de vivre dans quasiment une quinzaine de pays différents, donc j'ai des amis un peu partout. Et donc je donne du temps quand même à mes amis, que ce soit physiquement quand on peut se voir ou même du temps par téléphone quand on est à distance. Ce qui fait qu'au final, si tu mets là-dedans, étant sportif, j'ai besoin d'un minimum de sommeil. Si tu mets là-dedans au moins 6 heures ou 7 heures de sommeil, déjà sur 24, il en reste plus que 16 ou 17. Donc c'est un vrai équilibre parce qu'en même temps, je veux être dans l'instant présent. Et le fait d'être dans l'instant présent, ça veut dire que tu dois lâcher prise sur des choses. Et donc, si tu lâches prise sur certaines choses, ça veut dire qu'en lâchant prise sur des trucs, dans ton planning, il y a des choses qui sautent. Donc, au quotidien, j'essaye de jongler et de manière pas permanente, mais au moins une fois par quinzaine ou par mois, je me pose avec moi pour savoir, ok, là, entre ta vie de papa, ta vie de conférencier, ta vie d'aventurier et tes potes, etc., est-ce que tu sens que tous les ballons, ils sont bien rechargés ou il y en a un qui, non, au contraire, n'est pas du tout rechargé? Et donc ça, c'est un travail avec moi-même pour me dire, ok, est-ce que tu es dans l'équilibre? Un autre indicateur pour moi pour savoir si je suis bien dans l'équilibre ou pas, c'est mon niveau de tension dans mon corps. C'est-à-dire que quand je commence à me sentir un peu agressif, un peu sur la défensive, un peu trop... c'est ça, peut-être le mot exact pour moi, ce serait agressif. Il y a des moments où je suis un peu plus agressif que d'autres. Et c'est marrant que tu me parles de ça maintenant parce que je suis actuellement dans cette situation-là, au moment où je te parle. Ça a repris très fort pour nous les activités, donc je suis beaucoup, beaucoup plus en déplacement et dans les activités professionnelles qu'avec ma famille ou même trouver du temps pour faire du sport. C'est un vrai équilibre. Tu vois, par exemple, hier soir, je suis parti nager. Je voulais impérativement nager, le temps que je finisse tout ce que j'avais à faire. Ma femme était un peu fatiguée hier soir, je suis parti nager, je suis quasiment parti au coucher de soleil, donc j'ai fait une partie de mon entraînement presque de nuit hier soir, tu vois. Donc voilà, et forcément ça a eu un impact sur d'autres choses, mais bon. Donc mon état interne, est-ce que je sens, quand je suis parfaitement aligné et équilibré, je sens que j'ai un état de sérénité à l'intérieur de moi qui est très bon. Et donc j'ai moins besoin de méditer, par exemple. Quand je sens que j'ai de nouveau plus besoin de méditer le matin quand je me lève, c'est-à-dire que ça devient vraiment un rituel où tous les matins je dois faire mes 10-15 minutes de méditation, je sens qu'il y a un truc dans ma vie que je dois rééquilibrer à un moment donné. Voilà. Okay. Et dans cette sorte de routine que tu as par moment de la méditation, est-ce que tu as des routines, toi, chaque jour qui sont indispensables et que si tu ne les fais pas, justement, tu peux pas vriller, mais en tout cas, tu peux avoir des tensions un peu plus importantes dans ton corps? Globalement, le sport, c'est sûr. La méditation, c'est sûr. Ouais. 6-7 jours de sport. Ouais. J'essaye de faire du sport quasiment tous les jours. Ou en tout cas, si j'en fais pas, je fais du sport un petit peu plus court, mais j'essaie tous les jours de faire une activité physique. Si j'en fais pas tous les jours, j'en fais au moins un jour sur 2, ça c'est sûr. Donc ça pour moi alors vraiment chez moi c'est fondamental de chez fondamental. Passer du temps avec mes enfants, c'est fondamental aussi. Et puis c'est 10-15 minutes de méditation ou c'est 10-15 minutes où je prends du temps pour souffler et pour vraiment me recentrer avec moi et essayer de libérer toutes ces sollicitations, tu sais, cette espèce de hamster qui tourne dans ta tête en permanence tout le temps, là, tu sais, où ça s'arrête jamais, quoi. Et oublie pas de lui envoyer un mail à lui, et oublie pas de te connecter à ça, et oublie pas à lui, et t'as pensé à ça, et t'as oublié lui, et tu dois chercher tel truc demain, et t'as ça, et t'as ça, et t'as ça. Donc oui, on a des to-do list pour nous aider à faire ça, mais il y a des moments où ça y est, il faut vraiment débrancher le cerveau, et moi, pour moi, c'est essentiel de le faire. C'est essentiel, et plus j'avance dans ma vie et plus je me rends compte que j'ai besoin de le faire et je vais aller de plus en plus dans ce sens-là. Je le sens. Alors aujourd'hui, je suis pas encore dans la spiritualité,
Mais je sais pas, il y a un truc qui m'appelle de plus en plus par rapport à ça pour lâcher prise de plus en plus. Moi, mon axe de progression à moi, très concrètement je dirais sur les 3 ou 5 prochaines années, il est dans le fait sans perdre mon identité, sans perdre mes valeurs, mais d'être vraiment plus dans le lâcher prise, dans le fait de moins contrôler les choses c'est ça, et de me dire, finalement, en soi, il y a rien de grave, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'ai un peu souvent ce sentiment de faire les choses à la perfection. Alors, j'ai quand même fait un travail sur moi là-dessus, mais je sens que un bon soi parfait. mais voilà, c'est ça, c'est que je pense que je peux encore faire un boulot pour lâcher prise, même si en même temps les gens, c'est ce qu'ils apprécient aussi chez moi. C'est quand je fais les choses, je suis quelqu'un d'engagé, de vraiment engagé, c'est-à-dire que quand moi tu me vois sur un événement, je vais au-delà de ma compétence ou de ma qualification ou de mon titre de conférencier. Si je dois aider les gens à porter des chaises, si je dois aider les gens à passer un coup de balai, si je dois aider les gens à ouvrir une porte, à porter une table, je suis le premier à le faire. Alors que peut-être que je devrais moins faire ça, tu vois, et être plus focusé sur certaines choses et des fois lâcher prise sur d'autres, tu vois. Mais voilà, donc c'est un travail en permanence qu'on doit faire et en tout cas pour moi c'est un exercice. C'est pas facile de faire ça, c'est pas naturel pour moi de faire ça. C'est un exercice. Je comprends complètement, c'est aussi mon cheval de bataille depuis pas mal d'années, donc il n'y a aucun problème. Spiritualité, tu l'as évoqué, et c'est assez marrant parce qu'en fait, au moment où tu as parlé spiritualité, j'avais dans ma tête une question sur la spiritualité. Et cette spiritualité, crois-tu déjà en la spiritualité? Et comment ça se matérialise pour toi, la spiritualité? Alors, est-ce que j'y crois? Oui, j'y crois. Pendant toutes ces années, au début, j'ai jamais été réfractaire à la spiritualité, mais souvent, quand je suis amené à lire des articles ou à voir des gens en vidéo, etc., souvent, moi, je décroche parce que c'est pas assez concret. C'est pas assez concret, c'est trop philosophique, et du coup, le fait d'être trop philosophique, au final, c'est comme un jardin, en fait, ça s'arrête jamais, et au final, ok, mais à un moment donné, ok, go, take action, quoi, tu vois. Enfin, tu peux, tu vois, tu peux aller sans être vulgaire, tu peux te faire j'ai un mot en tête, mais je vais pas utiliser celui-là. Allez, c'est pas vulgaire, mais tu peux te faire de la masturbation de cerveau pendant des heures, pendant des semaines, pendant des mois et pendant des années, et au final remuer dans ta galère et dans tes problèmes et pas avancer, tu vois. Et c'est ça que moi j'apprécie dans la dynamique, en tout cas de coaching, c'est que c'est quelque chose qui est très solution. C'est-à-dire, ok, à un moment donné, ok, on est face à un problème, il est là, il existe, il est réel. Ok, maintenant qu'on l'a identifié, ok, c'est quoi le comment? Comment est-ce qu'on fait pour passer à l'action? Qu'est-ce qu'on doit faire pour y aller? Et puis pour c'est quoi la next step? Mais en même temps, ce que j'aime dans la spiritualité, c'est toute cette notion de justement, moi en tout cas, ma définition où j'en suis dans mon chemin aujourd'hui, et j'ai envie de te dire presque je suis qu'au début du chemin, c'est cette notion de lâcher prise et de perdre le contrôle. Ça, c'est quelque chose qui me parle, mais alors de plus en plus. Lâcher prise, perdre le contrôle et être en symbiose avec qui tu es. Voilà, c'est un peu la métaphore, tu sais, du marin qui est sur l'eau, qui est avec son bateau et qui, à un moment donné, il est constamment dans le contrôle. Il y a des vagues, il y a du vent, il est en train de se battre avec les éléments, avec la météo. Il se bat, il est là, il transpire, il essaie de tenir son gouvernail, il essaie de tenir son cap, il n'y arrive pas, il transpire, il dort pas, il mange pas, etc. Et juste à un moment donné, il est là et il se dit, mais ok, qu'est-ce qui pourrait se passer si maintenant, juste, ne serait-ce que 10 minutes, je lâche prise, je laisse les éléments se déchaîner sur moi, je laisse toute cette tempête de dingue se passer autour de moi, je lui passe le relais, je lui passe le bébé, je la laisse prendre le contrôle et je vois ce qui se passe. Bien sûr, je garde la main sur le gouvernail quand même, parce que je ne peux pas complètement me dire, ok, je vais pas au suicide non plus. Mais je me dis, ok, ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures que je suis en train de me battre comme un lion enragé pour me battre contre le vent, contre le froid, contre la pluie, contre les vagues, contre tout ça. Et finalement, j'y arrive pas. Ça fait 4 heures que je me bats comme un dingue et au final, ça change rien. Donc,
peut-être fais, comme tu t'es donné le droit de te battre pendant 4 heures, peut-être donne-toi 10 minutes ou 15 minutes. Laisse faire la vie. Laisse faire les éléments. Peut-être que ce que ces éléments veulent te donner, ça va être mieux pour toi. Ça va être un cadeau, ça va être une belle opportunité. Donc prends-la, lâche prise, lâche le contrôle, laisse faire ça, et puis tu verras là où ça va t'amener. Et souvent, ça amène à des choses qui sont assez chouettes. Ouais. J'ai la belle image, en tout cas. J'avais toute la tempête en tête. Voilà, tu vois. Je pense que certains de nos auditeurs aussi. Et ça, en tout cas, ça me parle. Alors, c'est pas obligé de parler à tout le monde, mais en tout cas, pour revenir à ta question principale, Nico, c'est quoi pour toi la spiritualité aujourd'hui? Moi, en tout cas, ce serait plus ça. Ce serait encore plus de passer du temps à méditer, mais pas méditer pour me poser la question est-ce que je peux demain faire l'amour avec une tulipe ou tu vois, ou rentrer dans la terre et me mettre en osmose avec le vent, le ciel, et je suis pas encore là-dedans, moi. Mais par contre, juste le fait de me dire, ok, je suis aligné avec moi, je sais qui je suis, je respire, je lâche prise, j'arrive à me connecter réellement à l'instant présent en essayant d'arrêter de faire tourner ce hamster que j'ai dans ma tête, H24, qui tourne parce que j'ai ma vie de famille, j'ai ma vie de papa, j'ai ma vie d'aventurier, j'ai de la logistique, j'ai des factures, j'ai des clients, j'ai des équipes, j'ai des assistantes, Et à un moment donné, te dire, ok, mais toi, dans tout ça, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es connecté avec toi? Alors, forcément, quand je fais du sport, je suis plus connecté avec moi. Quand je médite, je suis plus connecté avec moi. Mais je pense qu'on ne le fait pas aujourd'hui assez, Quentin, dans notre vie. On ne le fait pas assez. L'être humain, il se fait trop driver par les éléments extérieurs, par la société, par son travail, par la télévision, par les médias, par les réseaux sociaux. Alors, je dis pas que c'est pas bien, hein. Moi aussi, je consomme des réseaux sociaux, je consomme cette vie. Je vis à côté d'une ville avec 7,5 millions d'habitants. Donc, globalement, j'ai aussi cette énergie-là de la consommation, du stress, de la pollution, des gens, de la vie qui va vite, etc. Mais si à un moment donné, on se pose pas avec nous-mêmes et on se déconnecte pas, bah finalement, on n'arrive pas à se reconnecter avec nous-mêmes. Et je pense que la spiritualité amène à ça. Elle amène des points d'oxygène à... Tu vois, je te faisais la métaphore du marin avant. Je peux te faire la métaphore de la personne qui fait de l'apnée, par exemple. L'apnée, tu es dans l'eau, tu te reconnectes, tu es dans l'eau, tu es connecté uniquement à toi, tu es en phase avec toi, tu es dans l'eau. Alors là, pour le coup, souvent quand tu fais de l'apnée, c'est une activité qui t'amène vraiment à te reconnecter à toi-même, hein. Et j'invite les auditeurs qui n'arrivent pas à méditer, si vous voulez quelque chose qui est immédiat et qui vous permet de tout de suite vous déconnecter du monde, c'est mettez-vous dans l'eau, commencez par des sessions de 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute. Vous allez voir que tout de suite, vous allez être dans une déconnexion la plus totale. Mais il y a des moments où qu'est-ce qu'il doit faire le plongeur en apnée? Il doit remonter, il doit reprendre de l'oxygène, hein, il n'a pas le choix, hein. C'est obligatoire, donc il doit se reconnecter et se déconnecter en permanence. Et l'équilibre, il est là-dedans réellement. Je pense qu'il est là-dedans. Faire trop l'un, c'est pas bon. Faire trop l'autre, c'est pas bon non plus. Ou alors sous forme d'expérience. Tu vois, moi, j'ai de plus en plus en tête de faire des expériences de retraite où tu te déconnectes réellement de ça, de la consommation, du bruit, des réseaux sociaux, de la tempête, entre guillemets. Et puis, pour te reconnecter beaucoup plus après, tu vois. Bien sûr, mais ouais. Bon, j'ai plein d'autres questions qui m'arrivent en tête, mais là je vois que le temps file et t'as un rendez-vous dans quelques minutes. Je vais terminer par une question que je pose systématiquement, c'est as-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs avant qu'on se quitte? Voilà, ils viennent de passer presque 1h30 ensemble. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'aurais tellement de choses à leur dire. Si je devais en dire peut-être que 2 ou 3. J'ai encore un peu de temps parce que là, il est 50. Mon prochain rendez-vous, c'est à 11h, donc j'ai encore 10 minutes. Mais déjà, des choses concrètes, c'est le bonheur, c'est une quête permanente. Et c'est normal si vous n'êtes pas heureux en permanence. Et heureusement, c'est important que vous ne puissiez pas être heureux en permanence parce que c'est que sur un tableau noir qu'on voit une craie blanche. Donc, c'est un peu lâcher prise par rapport à ça et de se dire qu'on ne peut pas être heureux en permanence. Mais par contre, c'est important de garder un cap. C'est important de garder un chemin, un fil rouge, de nous dire de temps en temps, nous poser avec nous-mêmes et pas avec les autres. Quand je dis pas avec les autres, c'est même pas avec ses gens proches. Ses gens proches, on est avec eux en permanence de toute façon. On est avec ses enfants, on est avec sa femme, on est avec ses parents, on est avec ses frères, on est avec ses meilleurs amis.
mais réellement se dire, je m'autorise de temps en temps des pauses avec moi-même pour savoir si je suis dans ma bonne mission de vie, si ce que je fais, ça me rend réellement heureux. Si ça l'est pas, à un instant T, c'est pas grave. Ce qui est essentiel, c'est de se dire, est-ce que je suis sur le bon chemin? Parce que finalement, on se rend compte que même à 80 ans, on peut encore changer de chemin. Et c'est jamais trop tard. Ça, c'est aussi un message intéressant à donner peut-être aux auditeurs. C'est moi, autour de moi, j'ai accompagné trop de personnes, j'ai trop de gens qui me disent, ça y est, Nicolas, j'ai 40 ans ou j'ai 50 ans, c'est trop tard, je peux plus faire ça. Mais en fait, c'est souvent qu'une croyance limitante. Moi, ça m'est arrivé de vivre des défis sportifs avec des gars qui avaient 65, 70, 75 ans. Et quand je les ai vus faire ce qu'ils ont fait, je me suis dit, ouais, mais si je l'avais pas vu de mes propres yeux, jamais je l'aurais cru. Et souvent, on se met trop de croyances, on se met trop de barrières, on se met trop de limites. C'est important que vous puissiez, dans votre quotidien, même si c'est une fois par semaine, une fois par quinzaine, une fois par mois, vous dire, OK, aujourd'hui, je vais pas au travail. Aujourd'hui, je prends 3 heures ou 2 heures, même sur un week-end, admettons, si je veux pas zapper le travail, et je vais me prendre une demi-journée ou 3 heures que pour moi, pour aller réfléchir à est-ce que je suis dans la bonne route? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je suis aligné avec moi-même? Est-ce que ce que je fais au quotidien, ça me rend heureux? Il y a des choses forcément qui, normalement, fondamentalement, nous rendent heureuses, d'autres moins. Est-ce que ces choses-là que je fais, que j'ai dans ma vie, que j'ai mis en place dans ma vie, qui me rendent moins heureux ou moins heureuse, est-ce qu'aujourd'hui, elles ont encore de la place? Est-ce qu'elles ont encore du sens? Est-ce qu'elles sont singulières? Est-ce qu'elles méritent encore d'exister? Et sinon, par quoi je pourrais les remplacer? On a tous des choses qu'on aimerait changer dans notre vie, on a tous des choses qu'on rêve de faire. Bon, au-delà des choses que je veux changer dans ma vie, quels moyens je me donne pour atteindre mon rêve? Par exemple, nous, avec ma famille, on a planifié, moi ça fait des années que je l'ai en tête, je l'ai encore jamais fait, c'est faire un tour du monde. Mais déjà jeune, je me disais, soit je ferai un tour du monde seul quand j'aurai pas encore ma famille, soit j'en ferai un avec ma famille quand je serai papa. Et heureusement que j'ai attendu, parce qu'aujourd'hui, pour moi, ça a beaucoup plus de sens de faire un tour du monde avec mes enfants que le faire seul à l'époque quand j'avais 20 ans en mode sac à dos et rucksack. Alors bien entendu, je vais pas vivre le même tour du monde avec mes enfants et ma femme que si je l'avais fait il y a 20 ans en étant seul célibataire. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça a du sens pour moi. Et si on se fixe pas des objectifs, des caps en se disant, voilà, ça c'est important, je veux le réaliser et ça va me rendre, ça, je pense en tout cas qu'au-delà de donner du sens, ça va me donner du bonheur et de l'épanouissement dans ma vie, on passe à côté des choses essentielles et on court tout droit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'interview, tout droit vers cette boîte en bois. Et donc on perd cette sensation d'être vivant. Voilà. Ouais, important d'avoir cette boussole interne qui nous permet de savoir si on est vivant ou pas, mais en tout cas, voilà, plus on s'approche de ce qu'on aime vraiment, du sens de notre vie, plus en fait on prend plaisir au quotidien, plus on peut faire des choses aussi à la hauteur de qui nous sommes. Franchement, merci infiniment Nicolas pour ce temps d'échange avec toi. Franchement, j'ai adoré. J'aurais presque fait exploser le temps tellement j'ai des questions derrière et tellement c'est passionnant. Mais ça sera pour une prochaine aventure, si on peut appeler ça. Écoute, franchement, Quentin, avec grand plaisir. J'ai aussi parlé et passé avec toi un moment vraiment sublime. Tu vois, là, on était vraiment dans l'instant présent tous les deux. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est ce qui nous permet aussi d'être heureux. C'est avoir cette capacité à un moment donné à vivre ce sentiment qu'on appelle ce sentiment de flow, F-L-O-W. Ouais. On l'a dans la peinture, on l'a dans le jardinage, on l'a dans des moments comme ça qu'on a pu vivre tous les deux, à partager nos vies, à partager nos expériences, à partager notre manière de voir le monde, de voir les gens, de voir la vie. Et un grand merci pour ce que tu m'as, pour cette opportunité que tu m'as donnée. J'ai adoré ce moment-là avec toi ce matin. Bien entendu, ma porte elle est grande ouverte. C'est-à-dire si tu veux refaire un deuxième round prochainement, vraiment avec un immense plaisir, tu me diras quand et on trouvera le bon créneau. Et je sais que ta grande tradition dans ton podcast, c'est qu'à la fin du podcast, le conférencier il donne, ou la personne que tu interviews, c'est pas toujours des conférenciers, donne le nom de quelqu'un qui doit passer sur ce podcast. On est d'accord ? Exactement, voilà. Exactement. Et donc, moi, je vais sans aucune hésitation, je vais dire Fred Colantonio. Voilà, j'en ai plein, okay. Je pourrais t'en donner plein, mais comme ça, spontanément, je te l'avais dit déjà la première fois que tu m'en avais parlé, tu m'avais dit, Nicolas, pense à quelqu'un.
Mais vraiment, Fred Colantonio, alors il est conférencier, il a écrit des bouquins à succès. C'est un ancien criminologue, c'est un garçon passionnant et que humainement, c'est une pépite, c'est un garçon extraordinaire. Et je suis certain que vos auditeurs, ils vont l'adorer. Fred Colantonio, retiens bien ce nom et tu le contactes de ma part. Je ne sais pas si tu t'es déjà envoyé ses coordonnées ou pas. Non, pas encore, justement. On attendait d'enregistrer ensemble pour savoir si ça se passait bien. D'accord, génial. Alors, je vais t'envoyer ses coordonnées et c'est sûr que quand tu auras fait le podcast avec lui, parce que je sais qu'il va adorer. En plus, tu vas lui dire que tu le contactes de ma part, donc normalement, ça devrait bien se passer. Tu me balanceras son podcast et j'aurai beaucoup de plaisir à vous écouter tous les deux aussi, vraiment. Génial. Franchement, infiniment merci pour ton partage, pour cette connexion avec Fred et puis pour sûr, voilà, on a de belles choses à faire ensemble ou par des connexions voilà, connexes. Mais en tout cas, exactement. Merci, c'est l'autre Nicolas. point, effectivement. Ce serait top qu'on puisse effectivement se refaire un point ensemble et voir qu'est-ce qu'on peut créer comme synergie ensemble par rapport à tout ce qu'on vient de se dire là sur les différents éléments. Et vous, les auditeurs, vous qui m'écoutez, si d'une manière directe ou indirecte, vous êtes dans une entreprise et vous avez envie de vivre la change experience comme vous avez pu l'entendre sous forme de conférence spectacle ou coach my aventure avec un petit groupe, franchement, n'hésitez pas. Je sais pas si tu vas partager mes coordonnées quand si, sur le podcast. Exactement. Voilà. Alors, pas ton adresse mail, mais je vais envoyer donc dans les notes du podcast site internet, LinkedIn, Facebook, bref, toutes les pages qui te correspondent. Alors, sauf si tu me dis, vas-y, balance mon adresse mail. Tu peux mon adresse mail, elle est facile en plus, et puis elle est sur mon site, c'est contact@nicolasfelgi.com, donc tu vois, c'est très facile. Hein. Elle n'est pas cachée, je suis pas comme Shakira ou Rihanna ou Messi, donc il n'y a pas de problème, on peut m'écrire sur mon adresse mail. D'accord, ok, avec grand plaisir, donc je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Et puis oui, du coup, ça fait partie aussi des questions que je pose d'habitude, mais tu as pris les devants et merci pour cela. Bon, belle journée à toi, belle journée à toutes celles et ceux ou belle soirée à toutes celles et ceux qui nous écoutent encore. Et puis on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Génération Canopée. À très vite, au revoir tout le monde, merci pour votre attention, merci pour ta confiance, salut Quentin, bye bye. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopee.com, Qanopee.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao.